Ce matin-là, dans ce couloir d'hôpital, j'ai compris que la trahison peut venir de ceux qu'on a mis au monde. Je m'appelle Margot Bellamy, j'ai 70 ans, et voici l'histoire que j'aurais préféré ne jamais avoir à raconter. C'était un mardi de novembre, le genre de journée grise où Paris semble retenir son souffle. J'étais venue à l'hôpital Saint-Louis pour des examens de routine. Mon cœur, disait le médecin, méritait qu'on y prête attention. À 70 ans, on ne négocie plus avec ces choses-là. J'attendais dans ma chambre, vêtue de cette blouse d'hôpital qui vous fait sentir vulnérable, quand Delphine est entrée. C'était l'infirmière en chef, une femme d'une 50aine d'années au regard franc. Ce jour-là, son visage était pâle. Elle a refermé la porte derrière elle. Puis, elle l'a verrouillée. Mon cœur s'est serré. « Madame Bellamy » a-t-elle murmuré en s'approchant. « Il faut que vous partiez d'ici, maintenant. » J'ai cligné des yeux, confuse. « Pardon ? Mais mes examens ?» Elle a posé sa main sur la mienne. Ses doigts tremblaient légèrement. « Votre fils a appelé il y a 20 minutes. Jérôme, mon fils unique, 42 ans, avocat, marié, père de 2 enfants. L'homme que j'avais bercé, nourri, élevé seul après la mort de son père. Il m'a demandé de modifier votre traitement, a continué Delphine, la voix basse, de remplacer vos médicaments cardiaques par autre chose. Des substances qui auraient altéré votre perception, votre lucidité. Le sol s'est dérobé sous moi. Quoi ? Je n'ai pas accepté, bien sûr, mais madame, elle a sorti son téléphone de sa poche. J'ai enregistré la conversation, pour me protéger, et pour vous protéger. Ses mains tremblaient en manipulant l'écran. Puis, elle a appuyé sur lecture. La voix de Jérôme a rempli la petite chambre. Cette voix que je connaissais par cœur. Celle qui me souhaitait bonne fête le premier dimanche de juin, celle qui m'appelait maman avec tendresse. Écoutez, Delphine, c'est une situation délicate. Ma mère commence à perdre la tête. On a remarqué des signes, des oublis, des délires. Le psychiatre pense qu'une hospitalisation s'impose, mais elle refuse d'admettre qu'elle va mal. Alors si vous pouviez ajuster les doses, juste assez pour que les symptômes soient visibles lors de l'évaluation de demain. Une clinique privée viendra la chercher jeudi. C'est pour son bien, vous comprenez ? J'ai fermé les yeux. Le monde tournait. Il a précisé les molécules, a ajouté Delphine doucement. Des substances qui provoquent confusion, hallucinations légères. Rien de mortel, juste assez pour justifier un internement psychiatrique. Mes mains se sont crispées sur le drap. Pourquoi ? Ma voix n'était qu'un souffle. Delphine a secoué la tête. Je ne sais pas, madame, mais j'ai appelé le directeur médical. Nous avons bloqué toute intervention externe sur votre dossier. Mais elle a hésité. Je ne peux pas vous protéger une fois que vous aurez quitté cet hôpital. Si votre fils a préparé ça, il ne s'arrêtera pas là. J'ai senti mes jambes flageoler. Mon fils, mon Jérôme. L'enfant que j'avais protégé des cauchemars, accompagné à l'université, soutenu lors de ses examens du barreau. Il voulait me faire interner, me faire passer pour folle. « Madame », a insisté Delphine, « vous devez partir maintenant. Rentrez chez vous, appelez quelqu'un en qui vous avez confiance. Un avocat, un ami. Ne restez pas seul. » J'ai acquiescé mécaniquement. Mes mains tremblaient en enfilant mes vêtements. Mon manteau bleu marine, celui que Jérôme m'avait offert à Noël dernier, me semblait soudain étranger. En quittant l'hôpital, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Une femme de 70 ans, élégante mais fragile. Une mère qui venait de découvrir que son propre enfant la considérait comme un obstacle à éliminer. Sur le banc de l'arrêt de bus, j'ai sorti de mon sac la seule photo que je gardais toujours avec moi. Un cliché en noir et blanc, jauni par le temps. Jérôme a 5 ans, assis sur mes genoux dans le jardin de notre ancienne maison à Versailles. Ses petites mains agrippées à mon cou, son sourire confiant. « Maman, tu seras toujours là, n'est-ce pas ?» m'avait-il demandé ce jour-là. J'avais embrassé ses cheveux. Toujours, mon trésor. Aujourd'hui, en regardant cette photo, je comprenais enfin. Jérôme ne voulait plus que je sois là. Et je ne savais pas encore pourquoi. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous ramène en arrière. Bien avant ce mardi glacial de novembre, avant la trahison, avant la peur, il faut que je vous parle de l'époque où Jérôme était encore mon petit garçon, où notre maison sentait le pain grillé le matin et la lavande le soir, où la vie ressemblait à ce qu'elle devait être. C'était en 1983. Jérôme venait d'avoir 1 an. Nous vivions dans une jolie maison de ville à Versailles, près du parc. Mon mari, Henri, travaillait comme ingénieur chez Renault. Moi, je donnais des cours de piano à domicile. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Je me souviens de cette cuisine baignée de lumière. Les carreaux blancs, les rideaux à carreaux bleus que j'avais cousus moi-même, la grande table en bois où nous prenions tous nos repas.
Jérôme dans sa chaise haute, barbouillé de compote, riant aux éclats quand Henri faisait semblant de lui voler sa cuillère. C'était mon univers, petit peut-être, mais entier. Puis Henri est mort. Un accident de voiture, un soir de décembre. Il revenait d'une réunion à Boulogne-Billancourt. Une plaque de verglas sur l'autoroute A13. 3 secondes qui ont changé toute notre existence. Jérôme avait 4 ans. Je me souviens de la façon dont il m'a regardé quand je le lui ai annoncé. Ses grands yeux noisettes, identiques à ceux de son père, cherchant dans mon visage une explication que je ne pouvais pas lui donner. « Papa dort ?» avait-il demandé, la voix toute petite. J'avais serré ses petites mains dans les miennes. « Papa est parti au ciel, mon chéri. Mais il nous regarde, et il t'aime très fort. » Cette nuit-là, Jérôme s'est endormi dans mon lit, recroquevillé contre moi. Et pendant des années, il a continué. Comme si la chaleur de mon corps pouvait combler le vide laissé par Henri. Les premiers mois après la mort de mon mari ont été d'une difficulté que je ne peux pas vraiment décrire. Il y avait les factures qui s'empilaient, les démarches administratives interminables, les nuits blanches à essayer de comprendre comment j'allais élever seul un petit garçon. Mes cours de piano ne suffisaient plus. J'ai dû vendre la maison de Versailles. Nous avons emménagé dans un appartement plus modeste, dans le 16e arrondissement de Paris. 3 pièces au 4e étage sans ascenseur, mais avec une vue sur les toits qui m'apaisait les soirs de tristesse. Jérôme est devenu ma raison de vivre. Chaque matin, je me levais pour lui. Je préparais son petit déjeuner. Toujours des tartines beurrées avec de la confiture d'abricot, celle qu'il préférait. Je l'accompagnais à l'école primaire Sainte-Geneviève, à 2 rues de chez nous. Je le regardais franchir la grille, son cartable trop grand sur son dos, et je restais là jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le bâtiment. L'après-midi, j'enchaînais les leçons de piano. Madame Durand à 14h, Monsieur Lefebvre à 16h, la petite Amélie à 17h30. Entre 2 élèves, je courais faire les courses, préparer le dîner, vérifier les devoirs de Jérôme. Le soir, nous nous retrouvions tous les deux dans notre petit salon. Lui faisait ses exercices de mathématiques sur la table basse pendant que je corrigeais des partitions. Puis nous dînions ensemble, souvent des plats simples, blanquettes de veau, gratin dauphinois, pot-au-feu le dimanche, des recettes que ma mère m'avait apprises. Après le repas, je lui lisais une histoire, toujours la même routine, pyjama, brossage de dents, puis je m'asseyais au bord de son lit et j'ouvrais un livre. Il adorait Le Petit Prince. Nous l'avons lu ensemble au moins 20 fois. « Maman !» me demandait-il souvent avant de s'endormir. « Quand je serai grand, je pourrai te protéger comme papa le faisait ?» Je caressais ses cheveux bruns, si doux sous mes doigts. « Tu me protèges déjà, mon trésor, rien que par ta présence. » Il souriait, rassuré, et fermait les yeux. Ces années-là ont été épuisantes, mais elles ont aussi été les plus belles de ma vie. Parce que Jérôme et moi, nous étions une équipe, nous deux, contre le monde. Nous nous suffisions. Jérôme était un enfant brillant, curieux, appliqué, sensible. À l'école, ses professeurs me convoquaient régulièrement pour me dire qu'il avait un potentiel exceptionnel. En 5e, il a remporté le concours départemental de mathématiques. En 3e, il a été admis au lycée Henri IV, l'un des plus prestigieux de France. J'étais si fière. Chaque soir, je m'endormais en remerciant le ciel de m'avoir donné ce fils. Cet enfant qui ressemblait tant à Henri, la même intelligence vive, le même sérieux, mais qui avait aussi quelque chose de moi, une douceur, une attention aux autres. Quand il a eu 16 ans, Jérôme m'a prise dans ses bras un soir, sans raison particulière. « Merci maman », avait-il murmuré, « pour tout ce que tu as fait. Je sais que ça n'a pas été facile, mais un jour, je te rendrai tout ça, je te le promets. » J'avais senti des larmes me monter aux yeux. « Tu n'as rien à me rendre, mon chéri. Tu es là, c'est tout ce qui compte. » Il avait souri, ce sourire doux qui me rappelait tant Henri. Puis la vie a continué. Jérôme a brillé au lycée. Il a décroché son baccalauréat avec mention très bien. Puis il a intégré la faculté de droit de Paris-Panthéon-Assas. Il voulait devenir avocat, comme son grand-père paternel qu'il n'avait jamais connu. « Je veux défendre les gens, maman », m'avait-il expliqué un dimanche, attablé dans notre cuisine. Être utile, faire la différence. J'avais posé ma main sur la sienne. « Tu feras un avocat extraordinaire, j'en suis certaine. » Et il l'est devenu. À 28 ans, Jérôme a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. À 30 ans, il a intégré un cabinet réputé spécialisé en droit des affaires. À 32 ans, il est devenu associé. Entre-temps, il avait rencontré Camille. Je me souviens du jour où il me l'a présentée. C'était un samedi après-midi, dans un café près de Notre-Dame. Camille était une jeune femme élégante, blonde, issue d'une famille aisée de Neuilly-sur-Seine. Elle travaillait dans la communication pour une grande entreprise de cosmétiques. Elle était polie, souriante, mais j'avais senti,
dès les premières minutes, qu'elle me jugeait, mon manteau un peu défraîchi, mes mains marquées par les années de ménage et de piano. Mon accent, peut-être, qui trahissait mes origines modestes, je suis née à Limoges, fille d'un ouvrier porcelainier. Enchantée, Madame Bellamy, avait-elle dit en me serrant la main. Jérôme m'a tellement parlé de vous, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Jérôme, lui, semblait aux anges. Il la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde, et j'ai compris ce jour-là que mon fils était en train de m'échapper. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Une cérémonie somptueuse dans un château de la vallée de Chevreuse. 200 invités, robe de mariée signée, orchestre de jazz, feu d'artifice au-dessus de l'étang. J'étais assise au premier rang, seule, dans ma robe bleue achetée aux Galeries Lafayette. Autour de moi, la famille de Camille, ses parents, ses oncles, ses cousins, occupaient 6 tables entières. Ils parlaient fort, riaient, trinquaient. Moi, je regardais mon fils danser avec sa nouvelle épouse, et je me sentais étrangère. Après le mariage, les visites se sont espacées. Jérôme m'appelait encore, bien sûr, 1 fois par semaine, parfois 2. Mais nos conversations devenaient de plus en plus courtes. « Ça va, maman? Tout va bien? Parfait. Je suis un peu débordée, je te rappelle bientôt. » Et il rappelait, mais toujours en retard, toujours pressé. Camille et lui ont eu 2 enfants, Léa, puis Lucas, de beaux bébés que je voyais grandir par photos interposées. Jérôme me les amenait à Noël, à Pâques. Mais les visites étaient brèves. « On ne peut pas rester longtemps, maman. Camille a prévu un dîner chez ses parents. » J'acquiesçais. Je souriais. Je leur préparais des gâteaux qu'ils emportaient dans des boîtes, et je les regardais partir. Les années ont passé ainsi. Jérôme grimpait les échelons de son cabinet. Ils ont acheté un magnifique appartement avenue Foch, puis une maison secondaire dans le Luberon. Les enfants fréquentaient des écoles privées prestigieuses. Camille organisait des dîners avec des clients importants, des vernissages, des galas de charité. Moi, je continuais à donner mes cours de piano dans mon petit appartement du 16e. Mes élèves vieillissaient avec moi. Certains partaient, d'autres arrivaient. La vie coulait, tranquille, mais quelque chose s'était brisé. Ce lien qui m'unissait à Jérôme, ce lien sacré tissé dans la douleur et la tendresse, s'était effiloché sans que je comprenne vraiment comment. Un soir, j'ai ressorti la vieille photo, celle que je gardais maintenant dans mon sac. Jérôme a 5 ans, sur mes genoux, dans le jardin de Versailles. Je l'ai regardé longtemps, à la lumière de ma lampe de chevet, et j'ai pleuré, parce que je ne reconnaissais plus cet enfant dans l'homme qu'il était devenu. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, ce fils que j'avais tant aimé voudrait m'effacer de sa vie. Pas comme ça, pas en me faisant passer pour folle. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. La première fissure est apparue il y a 3 ans. Sur le moment, je ne l'ai pas vue. Ou plutôt, je n'ai pas voulu la voir. C'était un dimanche de mars. Jérôme m'avait invité à déjeuner chez lui, avenue Foch. Cela faisait plusieurs mois qu'il ne m'avait pas conviée. J'étais heureuse. J'avais mis ma plus belle robe, celle en soie grise que j'avais achetée pour le mariage de Léa, leur fille aînée qui venait d'épouser un jeune entrepreneur. En arrivant devant leur immeuble haussmannien, j'ai senti mon cœur se serrer, comme à chaque fois. Cet immeuble avec son hall de marbre, son ascenseur orné de miroirs, ses moulures dorées, tout respirait l'argent. Un monde si éloigné de mon petit 3 pièces aux meubles dépareillés. J'ai sonné. Camille m'a ouvert, impeccable dans un ensemble Chanel crème. Son sourire était poli mais froid. Margot, entrez. Elle ne m'appelait jamais « belle maman », toujours Margot, comme si notre lien de parenté la gênait. L'appartement était encore plus luxueux que dans mon souvenir. Des tableaux contemporains aux murs, un immense canapé blanc dans le salon, une vue panoramique sur l'Arc de Triomphe. Tout était parfait, trop parfait. Jérôme est sorti de son bureau. Il portait un pull en cachemire bordeaux et un pantalon beige. Il avait pris un peu de poids ces dernières années, mais il restait élégant, distingué. « Maman », a-t-il dit en m'embrassant sur les joues. Son geste était machinal, rapide. « Bonjour mon chéri, merci de m'avoir invité. C'est normal. Viens, on va passer à table. » Nous nous sommes installés dans la salle à manger. Une longue table en noyer ciré, des chaises Louis XVI, de la vaisselle en porcelaine de Limoges. Camille avait préparé un rôti d'agneau avec des légumes grillés. Tout était délicieux, évidemment. Léa et Lucas n'étaient pas là. Ils ont leur propre vie maintenant, avait expliqué Jérôme. Léa et son mari voyageaient en Thaïlande. Lucas était en stage à Londres. Je me suis sentie un peu triste. J'aurais aimé les voir. Le déjeuner s'est déroulé dans une conversation polie. Jérôme me parlait de son cabinet, de ses dossiers. Camille évoquait une exposition qu'elle avait organisée pour une marque de luxe. Je les écoutais, hochant la tête, souriant au bon moment. Mais je me sentais transparente. Puis, au moment du café,
Jérôme a posé sa tasse et m'a regardé. « Maman, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » Mon cœur a fait un bond. Son ton était sérieux. « Oui, mon chéri. » Il a échangé un regard avec Camille. Elle a hoché la tête, comme pour l'encourager. « Voilà. Camille et moi, on s'inquiète pour toi. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Vous vous inquiétez? Mais pourquoi? Tu vis seule, maman. Tu as 67 ans. Cet appartement au 4e étage, sans ascenseur. Si tu tombais, si tu avais un malaise, personne ne serait là pour t'aider. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. « Mais je vais très bien, Jérôme. Je monte et descends ces escaliers tous les jours depuis 30 ans. Et puis, j'ai mes élèves, j'ai ma routine. » « Justement, » a coupé Camille, sa voix douce mais ferme. « Ces leçons de piano, tu ne crois pas qu'il serait temps d'arrêter? Tu as l'âge de la retraite, Margot. Tu devrais te reposer, profiter. » Je les ai regardés, décontenancés. « Mais j'aime donner mes cours, c'est ma vie. Sans ça, qu'est-ce que je ferais de mes journées? » Jérôme s'est penché vers moi, les mains jointes sur la table. « Maman, écoute, on a réfléchi, on a trouvé une solution. » Une solution? Une résidence pour seniors, à Neuilly. Un endroit magnifique, moderne, avec des activités, une équipe médicale disponible 24 heures sur 24. Tu aurais ton propre appartement, bien sûr, mais tu ne serais plus seule. Tu pourrais te faire des amis, participer à des ateliers, vivre tranquille. Le monde s'est arrêté de tourner. Une résidence pour seniors. Il voulait me mettre dans une résidence. Mais je ne veux pas partir de chez moi, ai-je murmuré, la voix tremblante. Mon appartement, c'est tout ce qu'il me reste de notre ancienne vie, de ton père, de toi, quand tu étais petit. Jérôme a soupiré, comme si j'étais une enfant têtue. Maman, sois raisonnable. Cet appartement est un poids pour toi. Et puis, soyons honnêtes, tu n'as pas les moyens de l'entretenir correctement. Les peintures s'écaillent, la plomberie est vieille. Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Je sais que ce n'est pas aussi luxueux qu'ici, ai-je dit, une pointe d'amertume dans la voix. Mais c'est chez moi. Camille a posé sa main sur celle de Jérôme, comme pour le calmer. Personne ne dit ça pour te blesser, Margot. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette résidence, c'est du haut de gamme. Tu aurais une vue sur le parc de Bagatelle, un piano dans la salle commune. Tu pourrais même donner des petits concerts pour les autres résidents. J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. Non, je ne veux pas. Le silence est tombé sur la table. Jérôme a froncé les sourcils. Maman, j'ai dit non, Jérôme. Je ne quitterai pas mon appartement. Pas maintenant. Peut-être un jour, quand je serai vraiment trop vieille. Mais pas aujourd'hui. Il a serré les mâchoires. J'ai vu passer quelque chose dans son regard. Une lueur froide, fugitive. Très bien, a-t-il dit finalement, d'un ton sec. On n'en parle plus. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans une tension palpable. Nous avons fait semblant de discuter de choses anodines. La météo, les vacances, la politique. Mais l'atmosphère était lourde. Quand je suis partie, Jérôme m'a embrassé du bout des lèvres. « Réfléchis quand même à ce qu'on t'a dit », a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, sans rien promettre. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai senti les larmes couler le long de mes joues. Les gens autour de moi regardaient ailleurs, gênés par cette vieille femme qui pleurait en silence. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai regardé autour de moi. Cet appartement que Jérôme trouvait vétuste. Ce canapé bleu usé où il s'allongeait quand il était adolescent pour réviser ses examens. Cette bibliothèque où s'alignaient ses livres d'enfance. Ce piano droit où il avait appris ses premières gammes avant de décider que la musique n'était pas sa voix. Chaque objet ici racontait notre histoire. Et il voulait que je laisse tout ça derrière moi. Pourquoi? J'ai essayé de me convaincre qu'il s'inquiétait vraiment pour moi, que c'était de l'amour maladroit. Mais au fond de moi, une petite voix chuchotait autre chose, une voix que je refusais encore d'entendre. Les semaines ont passé. Jérôme ne m'a pas rappelé. C'était inhabituel. D'habitude, même dans ces périodes les plus chargées, il trouvait toujours 5 minutes pour prendre des nouvelles. Là, rien. 1 mois, puis 2. J'ai fini par l'appeler moi-même. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Allô? Jérôme, c'est maman. »« Ah, salut maman. » Sa voix était distante. Je voulais juste savoir comment tu allais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. »« Je suis débordée, maman. Le cabinet, les enfants, Camille qui organise une soirée de gala pour son entreprise, tu sais ce que c'est. »« Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'on pourrait se voir? Un café, un déjeuner rapide ?» Il a soupiré. « Je vais voir. Je te rappelle. » Il n'a pas rappelé. C'est devenu un schéma. J'appelais, il répondait poliment mais froidement, promettait de me rappeler, ne le faisait jamais. Puis un jour, 3 mois après ce fameux déjeuner, j'ai reçu un courrier recommandé. En l'ouvrant, mes mains tremblaient. C'était une lettre du notaire de la famille Bellamy. Maître Garnier, un homme que je connaissais depuis des années.
Chère Madame Bellamy, suite à la demande de votre fils, Monsieur Jérôme Bellamy, je me permets de vous contacter concernant la succession de feu Henri Bellamy. Comme vous le savez, votre défunt mari avait stipulé dans son testament que vous auriez l'usufruit de l'appartement de Versailles jusqu'à votre décès, après quoi la pleine propriété reviendrait à votre fils unique. Cependant, lors de la vente de cet appartement en 1987, la somme obtenue a été en partie réinvestie dans votre appartement actuel du 16e arrondissement, ainsi que dans un portefeuille d'actions et d'obligations géré par la Société Générale. Monsieur Jérôme Bellamy souhaite clarifier la situation patrimoniale et demande un état complet des actifs vous appartenant ainsi qu'une évaluation de votre appartement actuel. Je reste à votre disposition pour toute question. Cordialement, Maître Garnier. J'ai relu la lettre 3 fois, incapable d'y croire. Jérôme demandait un état de mes biens. Pourquoi? Henri m'avait légalement tout laissé. L'usufruit, certes, mais tout de même. J'avais le droit de vivre dans cet appartement jusqu'à ma mort, et mes quelques économies, à peine 50 000 € placés en actions, m'appartenaient. Je les avais gagnés avec mes leçons de piano. Pourquoi Jérôme demandait-il un inventaire? Une pensée glaciale m'a traversée. Il voulait savoir combien je valais. Non, c'était impossible. Mon fils ne pouvait pas être aussi calculateur. J'ai appelé Maître Garnier. Il m'a reçu 2 jours plus tard dans son étude, rue de Rivoli. « Madame Bellamy, m'a-t-il dit avec un sourire gêné, je comprends votre surprise, mais votre fils est dans son droit. En tant qu'héritier présomptif, il peut demander une clarification patrimoniale. Surtout si quoi? Il a toussé, mal à l'aise. Surtout s'il estime que vous pourriez, disons, dilapider l'héritage familial. Mon sang s'est glacé. Dilapider? Mais je vis avec ma pension de retraite et mes cours. Je n'ai jamais touché à ce capital. Je sais, madame, je sais. Mais légalement, il a le droit de poser la question. Je suis sortie de cette étude avec une sensation de nausée. Jérôme me surveillait. Il évaluait mes biens, comme si j'étais déjà morte. Le soir même, j'ai ressorti tous mes papiers. Les relevés bancaires, les actes de propriété, les documents d'assurance vie. J'ai tout étalé sur la table de ma cuisine. 53 000 € en actions. Un appartement estimé à environ 400 000 €. Une petite assurance vie de 20 000 €. Au total, environ 473 000 €. Ce n'était pas une fortune. Mais pour Jérôme et Camille, habitués à leurs millions, cela devait représenter, quoi? Des vacances supplémentaires? Une nouvelle voiture? Une rénovation de leur maison dans le Luberon? J'ai senti la colère monter en moi, puis la tristesse, puis une forme de dégoût. Mon fils comptait mon argent pendant que j'étais encore en vie. J'ai regardé la photo de Jérôme enfant, posée sur le buffet, ce petit garçon qui me promettait de me protéger, qui disait qu'il me rendrait tout ce que j'avais fait pour lui. Qu'était-il devenu? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à s'accélérer. Les coups de téléphone de Jérôme sont devenus encore plus rares. Quand je l'appelais, il ne répondait plus. Il me renvoyait des messages courts, « Désolé, en réunion, pas dispo. Je te rappelle. » Il ne rappelait jamais. Un jour, j'ai croisé Camille par hasard rue de Passy. Elle faisait du shopping avec une amie. Quand elle m'a vue, elle a détourné le regard et a accéléré le pas, comme si j'étais une mendiante, comme si j'étais une honte. J'ai compris, ce jour-là, que quelque chose de terrible était en train de se tramer. Mais quoi? Je ne le savais pas encore. Pas avant ce matin de novembre, dans ce couloir d'hôpital, quand Delphine m'a fait écouter cette conversation enregistrée. Là, enfin, j'ai compris. Mon fils ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait me faire disparaître. Les jours qui ont suivi ma fuite de l'hôpital ont été les plus étranges de ma vie. Je suis rentrée chez moi ce mardi soir, tremblante, épuisée. J'ai verrouillé la porte à double tour. Puis, j'ai poussé une chaise contre la poignée, comme dans les films. C'était ridicule, je le savais. Mais j'avais peur de mon propre fils. Je me suis assise sur mon canapé, la photo de Jérôme enfant serrée entre mes mains, et j'ai pleuré. Pas des sanglots bruyants, non. Des larmes silencieuses qui coulaient sans fin, comme une source qu'on ne peut pas tarir. Comment en étions-nous arrivés là? J'ai essayé de réfléchir rationnellement. Delphine m'avait dit que Jérôme avait parlé d'une clinique privée qui devait venir me chercher le jeudi. Nous étions mardi soir. J'avais donc un peu de temps. Mais pour faire quoi? Appeler la police? Et leur dire quoi? Mon fils a essayé de me faire administrer des substances hallucinogènes pour me faire interner? Il me demanderait des preuves. J'avais l'enregistrement de Delphine, oui. Mais était-ce suffisant? Jérôme était avocat. Il trouverait un moyen de retourner la situation, de me faire passer pour une vieille femme paranoïaque. Non, je devais réfléchir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Je suis restée assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, regardant la rue déserte en contrebas. Chaque bruit me faisait sursauter. Un moteur de voiture, des pas dans l'escalier, une porte qui claque. À 3 heures du matin, mon téléphone a sonné. J'ai failli hurler. C'était Jérôme. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai fixé l'écran, hypnotisé par son nom qui clignotait. Jérôme, Jérôme, Jérôme. Finalement, j'ai décroché. Allô? Ma voix tremblait. Maman. Sa voix était douce, presque inquiète. Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital? Il savait. Évidemment qu'il savait. Je suis rentrée chez moi. Les examens sont terminés. Terminés? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Mais tu devais rester en observation jusqu'à jeudi. C'est ce que le cardiologue avait dit. Menteur. Le cardiologue ne m'avait jamais demandé de rester. C'était Jérôme qui avait tout orchestré. Je me sentais bien, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Je préférais rentrer. Silence à l'autre bout du fil. Maman, tu n'aurais pas dû partir comme ça. J'étais inquiet. J'ai appelé l'hôpital. Ils m'ont dit que tu étais parti sans prévenir personne. Il jouait la comédie. Le fils dévoué, inquiet pour sa pauvre maman. Je vais bien, Jérôme. Justement, non, tu ne vas pas bien. Son ton se durcissait. Maman, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai remarqué des choses ces derniers mois. Des oublis, des comportements étranges. Mon sang s'est glacé. Quel comportement? Tu te répètes souvent. Tu oublies des rendez-vous. L'autre jour, tu m'as appelé 3 fois en 1 heure pour me raconter la même histoire. C'était faux. Complètement faux. Jérôme, Et puis cette obsession avec ton appartement, ton refus de déménager dans une résidence adaptée. Maman, tout ça, ce sont des signes. Des signes. Des signes de démence, de folie. Il construisait un dossier contre moi. Je ne suis pas folle, ai-je murmuré, la voix brisée. Personne ne dit que tu es folle. Mais tu as besoin d'aide, professionnelle. Non. Maman, j'ai dit non, Jérôme. Je vais bien. Je n'ai besoin de rien. Il a soupiré longuement, comme si j'étais un fardeau insupportable. Très bien. Mais ne viens pas te plaindre si un jour tu tombes dans tes escaliers et que personne n'est là pour t'aider. Ces mots étaient cruels, calculés. Bonne nuit, maman. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, tremblante. Il avait tout prévu. Chaque argument, chaque justification. Si jamais je parlais, si jamais je dénonçais son plan, il dirait que j'étais paranoïaque, confuse, qu'il voulait juste m'aider et que j'avais tout déformé dans ma tête malade. C'était diabolique et terriblement efficace. Les jours suivants, j'ai essayé de continuer ma vie normalement. J'ai donné mes cours de piano. Madame Petit le mercredi après-midi, Monsieur Fournier le jeudi matin, la petite Sophie le vendredi après l'école. Je me concentrais sur les partitions, sur les doigtés, sur les erreurs de tempo. Comme si ma vie n'était pas en train de s'effondrer. Mais j'avais du mal à me concentrer. Chaque fois que quelqu'un sonnait à ma porte, je sursautais. Chaque fois que le téléphone sonnait, je vérifiais le nom avant de répondre. Je dormais mal. Je mangeais à peine. Madame Petit l'a remarqué. « Margot, vous allez bien ?» m'a-t-elle demandé un après-midi, après une leçon particulièrement ratée. « Vous semblez ailleurs. »« Je vais bien. » ai-je menti avec un sourire. Juste un peu fatiguée. Elle a hoché la tête, dubitative. Si vous avez besoin de parler, merci Geneviève, c'est gentil, mais je ne pouvais parler à personne. À qui aurais-je pu raconter ça? Qui m'aurait cru? Mon fils, avocat brillant, père de famille respectable, veut me faire interner pour toucher mon héritage plus vite. Cela sonnait comme les délires d'une vieille femme paranoïaque. Exactement ce que Jérôme voulait. Le samedi suivant, j'ai reçu la visite surprise de Camille. J'étais en train de préparer mon déjeuner, une simple omelette aux champignons, quand on a sonné à ma porte. En regardant par l'œilleton, j'ai vu son visage impeccablement maquillé. Mon cœur s'est serré. Pourquoi venait-elle? J'ai ouvert la porte. Elle m'a souri, mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Bonjour Margot. Je passais dans le quartier, je me suis dit que j'allais prendre de vos nouvelles. » Mensonge. Camille ne passait jamais dans le 16e arrondissement sans raison. Elle habitait avenue Foch, certes dans le même arrondissement, mais à des kilomètres de mon modeste quartier. « Entre !» ai-je dit, m'effaçant pour la laisser passer. Elle est entrée, balayant mon appartement du regard. Son nez s'est légèrement plissé, comme si une odeur désagréable flottait dans l'air. Pourtant, je faisais toujours très attention à la propreté. « Je ne vous dérange pas ?» a-t-elle demandé poliment. « Non, non, je m'apprêtais juste à déjeuner. Vous voulez quelque chose? Un café? Volontiers. » Je suis allée préparer du café dans ma petite cuisine. Mes mains tremblaient légèrement en remplissant la cafetière italienne. J'entendais Camille marcher dans le salon, ses talons claquant sur le parquet. Quand je suis revenue avec 2 tasses, elle était debout devant ma bibliothèque, observant les vieux livres alignés.
Vous avez beaucoup de choses ici, a-t-elle remarqué. Beaucoup de souvenirs. Oui, toute une vie. Elle s'est assise délicatement sur le bord de mon canapé, comme si elle craignait de se salir. J'ai posé les tasses sur la table basse. Margot, je vais être directe avec vous. Son ton était devenu froid, professionnel. Jérôme est très inquiet. Je sais. Il me l'a dit. Il m'a raconté que vous êtes parti de l'hôpital sans prévenir, que vous refusez de vous faire suivre médicalement, que vous rejetez toute aide. J'ai serré mes mains sur mes genoux. Je n'ai pas besoin d'aide. Vous en êtes sûre? Elle a pris une gorgée de café, ses yeux bleus fixés sur moi. Parce que franchement, Margot, vous ne nous facilitez pas la tâche. Jérôme travaille énormément. Il a des responsabilités énormes. Les enfants ont leur propre vie. Et vous vous accrochez à cet appartement, à cette vie. Cette vie est la mienne, ai-je coupé, sentant la colère monter. C'était la vôtre, a-t-elle corrigé doucement. Mais les temps changent. Vous vieillissez, Margot. C'est normal. Tout le monde vieillit. Mais refuser de voir la réalité, c'est... Je ne refuse rien. Je vis ma vie comme je l'entends. Elle a soupiré, comme si elle parlait à une enfant têtue. Écoutez, Jérôme a pris rendez-vous avec un psychiatre, un excellent professionnel, Dr Morel. Il exerce dans le 16e, pas loin d'ici. Il voudrait juste vous rencontrer, discuter un peu, rien de grave, juste un bilan. Un psychiatre, évidemment. Je n'irai pas, ai-je dit fermement. Le visage de Camille s'est durci. Vous n'avez pas le choix, Margot. Comment ça, je n'ai pas le choix? Elle a posé sa tasse sur la table, son regard glacial. Parce que si vous refusez de vous faire aider volontairement, Jérôme sera obligé de prendre des mesures légales. Une mise sous tutelle, par exemple, pour votre propre protection. Tutelle. Le mot a résonné dans ma tête comme une sentence de mort. Si Jérôme obtenait ma mise sous tutelle, il contrôlerait tous mes biens. Mon appartement, mon argent, ma vie. Je serais une prisonnière. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je murmuré, horrifié. Nous ne voulons pas en arriver là. Mais si vous nous y obligez, elle a haussé les épaules, faussement désolée. Jérôme est avocat, il connaît la loi. Et franchement, Margot, avec votre comportement ces derniers mois, votre isolement, vos refus répétés, votre départ impulsif de l'hôpital, un juge ne serait pas difficile à convaincre. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi faites-vous ça? Camille a penché la tête, presque compatissante. Nous ne faisons rien de mal. Nous voulons juste que vous soyez en sécurité, que vous receviez les soins dont vous avez besoin. Mensonge. Tout était mensonge. Mais je ne pouvais rien dire, rien faire, parce qu'elle avait raison sur un point. Jérôme connaissait la loi. Il savait comment manipuler le système. Et moi, je n'étais qu'une vieille femme seule. Réfléchissez, a-t-elle dit en se levant. Le rendez-vous avec le docteur Morel est mardi prochain, 14 h. L'adresse est dans ce papier. Elle a sorti une carte de visite de son sac Hermès et l'a posée sur la table. Si vous ne venez pas, nous serons obligés d'aller plus loin. Elle est partie sans un au revoir. J'ai entendu ses talons descendre les escaliers, puis la porte de l'immeuble claquer. Je me suis effondrée sur le canapé, secouée de sanglots. Ils avaient tout prévu. Le psychiatre qui constaterait ma prétendue démence. La tutelle qui me priverait de toute autonomie. L'internement qui me ferait disparaître. Et personne ne me croirait. Parce que qui croirait une vieille femme contre un avocat brillant et sa belle épouse issue de la haute bourgeoisie? Cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. De la haine, pas de la colère, pas de la déception, de la haine pure. Pour Camille, qui me regardait comme une vieille chose encombrante. Pour Jérôme, qui trahissait tout ce que nous avions partagé. Mais surtout, de la haine pour moi-même. Parce que j'avais été faible. Parce que j'avais accepté le mépris, l'éloignement, les humiliations. Parce que j'avais cru que l'amour maternel suffisait. Il ne suffisait pas. Il ne suffit jamais quand l'argent entre en jeu. J'ai regardé la carte du docteur Morel posée sur la table. Docteur Paul Morel, psychiatre spécialisé en gériatrie 28 rue de la Pompe, 705 016, Paris. Il voulait que j'y aille. Il voulait me piéger. Mais j'avais encore 6 jours avant ce rendez-vous. 6 jours pour réfléchir. 6 jours pour décider si j'allais me laisser détruire ou si j'allais me battre. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, dimanche, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée à la messe. Pas par foi, vraiment. Plutôt par besoin de clarté, de silence. La petite église Sainte-Jeanne de Chantal, à 2 rues de chez moi, était presque vide. Quelques personnes âgées éparpillées dans les bancs. L'odeur de l'encens et des bougies. Je me suis assise au fond, les mains jointes, et j'ai essayé de prier. Mais les mots ne venaient pas. À la place, des images défilaient dans ma tête. Jérôme enfant, riant aux éclats dans le jardin de Versailles. Jérôme adolescent, me serrant dans ses bras après son bac. Jérôme adulte,
froid et distant, comptant mes biens comme on compte des pièces de monnaie. Où était passé mon fils? À quel moment l'avais-je perdu? Après la messe, je suis sortie dans le froid parisien de novembre. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas. Le ciel était gris, lourd. En rentrant chez moi, j'ai croisé Madame Laurentin, ma voisine du 3e étage. Une femme de 80 ans, veuve elle aussi, toujours élégante, avec son chignon blanc et ses broches anciennes. « Bonjour Margot », m'a-t-elle lancé joyeusement. « Vous allez bien? »« Oui, oui. Et vous? »« Oh, vous savez, à mon âge, on ne se plaint pas tant qu'on peut encore marcher. » Elle a ri. « D'ailleurs, j'ai croisé une jeune femme blonde qui sortait de chez vous hier. Votre belle-fille, peut-être? Oui, Camille. Quelle élégance. On sent la grande famille. » Elle a penché la tête, curieuse. « Tout va bien ?» J'ai hésité. Madame Laurentin était gentille, discrète. Mais pouvais-je lui faire confiance? « Tout va bien, ai-je finalement dit. Merci, Madame Laurentin. » Elle a hoché la tête, pas dupe, mais trop polie pour insister. En refermant la porte de mon appartement, j'ai réalisé quelque chose. J'étais seule, complètement seule. Personne pour me défendre, personne pour me croire. Et cette solitude était exactement ce que Jérôme attendait. Les 6 jours qui me séparèrent du rendez-vous chez le docteur Morel ont été les plus intenses de ma vie. Je ne dormais presque plus. Je tournais en rond dans mon appartement, essayant de comprendre, de trouver une issue. Mon esprit fonctionnait en boucle, repassant chaque détail, chaque conversation, cherchant des indices que j'aurais manqués. Le lundi matin, j'ai pris une décision. Si Jérôme construisait un dossier contre moi, je devais construire le mien. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui se tramait. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence soudaine à me faire interner? L'argent, évidemment. Mais il y avait peut-être autre chose. Je me suis souvenu d'une conversation, 6 mois auparavant. Jérôme m'avait appelé, chose rare à l'époque déjà. « Maman, j'ai besoin que tu signes des papiers. » « Quels papiers? » « Des documents pour la banque. Une procuration, en cas d'urgence. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je pourrais gérer tes comptes sans complications administratives. C'est juste une précaution. J'avais hésité. Je ne sais pas, Jérôme. Maman, s'il te plaît. C'est pour ton bien. Imagine que tu aies un accident, que tu sois hospitalisé. Je pourrais payer tes factures, m'occuper de tout. Il avait insisté tellement que j'avais fini par céder. J'avais signé. Mon Dieu, j'avais signé une procuration. Je me suis précipitée vers mon petit secrétaire, près de la fenêtre, où je rangeais tous mes documents importants. Mes mains tremblaient en fouillant dans les dossiers. Actes de propriété, relevés bancaires, documents d'assurance. Et là, je l'ai trouvé. Un document de la Société Générale, daté du 23 avril de cette année. Procuration bancaire accordée à Monsieur Jérôme Bellamy pour la gestion du compte courant et du compte épargne de Madame Margot Bellamy. Ma signature était en bas, légale, officielle. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le papier serré entre mes doigts. Jérôme avait accès à mes comptes. Il pouvait voir mes dépenses, mes économies, tout. Pire encore, avec une procuration, si j'étais déclarée inapte par un médecin, il pourrait prendre le contrôle total de mes finances sans même passer par un juge. J'avais été tellement naïve, tellement stupide. Le mardi matin, j'ai appelé ma banque. « Bonjour, je souhaiterais parler à mon conseiller, s'il vous plaît. Madame Margot Bellamy. » « Un instant, madame. » Une musique d'attente insupportable, puis une voix masculine, enjouée. « Madame Bellamy, Monsieur Renard à l'appareil. Comment allez-vous? »« Bonjour, Monsieur Renard. J'aurais une question concernant ma procuration bancaire. »« Oui, bien sûr. Celle accordée à votre fils? »« Exactement. Est-ce qu'il l'a utilisée récemment? » Silence à l'autre bout du fil. « Madame, je ne peux pas vous donner ce genre d'informations par téléphone. Nous devons respecter la confidentialité. »« C'est mon compte, » ai-je coupé, la voix tremblante. « J'ai le droit de savoir. »« Bien sûr, mais pour cela, il faudrait que vous veniez en agence, avec une pièce d'identité. »« Très bien, je viens cet après-midi. »« Parfait. Je vous attends vers 14h. »« 14h. » J'ai raccroché, le cœur battant. L'agence de la Société Générale se trouvait avenue Mozart, à 10 minutes à pied de chez moi. J'y suis arrivé un peu avant 14h, emmitouflé dans mon manteau bleu marine, mon sac serré contre moi comme un bouclier. Monsieur Renard m'a reçu dans son bureau, un petit espace vitré au fond de l'agence. C'était un homme d'une 50aine d'années, bedonnant, avec des lunettes rondes et un sourire professionnel. « Alors, Madame Bellamy, que puis-je faire pour vous? Je veux savoir si mon fils a utilisé la procuration que je lui ai donnée. Et si oui, pourquoi ?» Il a tapoté sur son clavier, ses yeux scrutant l'écran. « Voyons voir. Ah oui. Monsieur Jérôme Bellamy a effectivement accédé à vos comptes à plusieurs reprises ces derniers mois. » Mon estomac s'est noué. « Plusieurs reprises? Oui. Il a consulté vos relevés en juin, août et il a plissé les yeux. La semaine dernière.
la semaine dernière, juste avant ma visite à l'hôpital. A-t-il fait des retraits, des virements? Monsieur Renard a secoué la tête. Non, non, juste des consultations. Il a regardé vos soldes, vos mouvements, mais il n'a effectué aucune transaction. Pas encore, parce qu'il attendait. Il attendait que je sois déclarée inapte, ou internée, ou morte. Monsieur Renard, je veux révoquer cette procuration, immédiatement. Il a cligné des yeux, surpris. Vous en êtes sûre? Absolument certaine. Très bien, je vais préparer les documents. Vous devrez signer ici et... Il s'est arrêté net, fixant son écran. Ah, quoi? Il y a une note sur votre dossier. Mon sang s'est glacé. Quel genre de note? Il a eu l'air embarrassé. Une note ajoutée par votre fils il y a 3 semaines. Il nous a informé que vous présentiez des signes de troubles cognitifs. Qu'il fallait être vigilant si vous veniez en agence et demandiez des opérations inhabituelles. Le monde s'est effondré autour de moi. Des troubles cognitifs? Mais je n'ai aucun trouble. Monsieur Renard a levé les mains, apaisant. Je comprends, madame. Mais vous comprenez aussi que nous devons prendre ce genre d'alerte au sérieux. Votre fils est avocat. Il est votre procureur bancaire. C'est un mensonge. Ai-je coupé, la voix brisée. Il ment. Il veut me faire passer pour folle pour prendre mon argent. Monsieur Renard m'a regardé avec une expression qui m'a transpercé. De la pitié. Il ne me croyait pas. Il pensait que j'étais paranoïaque. Exactement ce que Jérôme voulait. Madame Bellamy, a-t-il dit doucement, je vais quand même traiter votre demande de révocation. Mais comprenez que si votre fils conteste cette décision, nous devrons peut-être demander un certificat médical attestant de votre capacité juridique. Un certificat médical, c'est la procédure standard dans ce genre de situation. J'ai serré les poings sous la table. Jérôme avait tout verrouillé. Si je révoquais la procuration, il demanderait une expertise médicale. Si je refusais l'expertise, cela confirmerait que j'avais quelque chose à cacher. Et si j'acceptais, il utiliserait le docteur Morel ou n'importe quel médecin qu'il avait déjà soudoyé pour me déclarer inapte. J'étais coincé. Laissez tomber, ai-je murmuré. Oh, pardon? Laissez tomber la révocation. Je vais en parler avec mon fils d'abord. Monsieur Renard a hoché la tête, soulagé. C'est sans doute plus sage. Une affaire de famille, ça se règle en famille. Je suis sorti de cette agence avec l'impression d'avoir été giflé. En rentrant chez moi, j'ai croisé le facteur dans l'escalier. Il m'a tendu une enveloppe. Recommandée pour vous, Madame Bellamy. J'ai signé le reçu, les mains tremblantes. Une fois dans mon appartement, j'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre d'un cabinet d'avocats, pas celui de Jérôme. Un autre, Maître Constance Dufresne, spécialisée en droit de la famille. Chère Madame Bellamy, j'ai été mandatée par Monsieur Jérôme Bellamy pour vous informer d'une demande de mise sous protection judiciaire. Compte tenu de votre état de santé et de vos difficultés à gérer votre quotidien, votre fils souhaite engager une procédure de curatelle renforcée, avec possibilité d'évolution vers une tutelle complète si votre situation se détériore. Cette démarche est motivée par un souci légitime de protection de vos intérêts personnels et patrimoniaux. Une audience préliminaire est prévue le 8 décembre prochain au tribunal judiciaire de Paris. Votre présence est obligatoire. Un expert psychiatre sera désigné par le juge pour évaluer votre capacité de discernement. Nous restons à votre disposition pour toute question. Cordialement, Maître Constance Dufresne. Le 8 décembre, dans 3 semaines, Jérôme avait déjà lancé la procédure. Il ne m'avait rien dit. Il agissait dans mon dos. Mes jambes ont cédé. Je me suis effondré sur le canapé, la lettre serrée contre ma poitrine. C'était fini. Il allait gagner. J'allais perdre mon appartement, mon argent, ma liberté. J'allais finir mes jours dans une institution, drogué, oublié, et personne ne m'aiderait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller dans le noir. J'ai pensé à Henri, à ce qu'il dirait s'il était encore là. Lui qui m'avait toujours protégé, lui qui adorait Jérôme. Qu'est-ce qui avait transformé notre fils en ce monstre froid et calculateur? L'argent? Camille? Ou quelque chose de plus profond? Une blessure que je n'avais jamais vue? À 5 heures du matin, j'ai pris une décision. Je n'irai pas au rendez-vous chez le docteur Morel. Je n'irai pas me jeter dans la gueule du loup. Mais je ne resterai pas non plus passive. Si Jérôme voulait la guerre, il l'aurait. Mais je ne me laisserai pas faire sans me battre. J'ai sorti mon carnet d'adresses, un vieux carnet en cuir jauni par les années, et j'ai cherché un nom. Maître Étienne Garnier, le notaire de la famille, celui-là même qui m'avait envoyé la lettre concernant l'inventaire patrimonial. Peut-être pouvait-il m'aider, ou du moins, peut-être pourrait-il me dire la vérité. Le mercredi matin, j'ai appelé l'étude de Maître Garnier. Cabinet Garnier, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec Maître Garnier. C'est urgent. Votre nom, s'il vous plaît?
Margot Bellamy. Silence à l'autre bout du fil. Un instant, madame. Une attente interminable. Puis la secrétaire est revenue. Maître Garnier peut vous recevoir cet après-midi. 16 heures. Cela vous convient? Parfaitement. Très bien. À tout à l'heure, madame Bellamy. J'ai raccroché, le cœur battant. Peut-être, enfin, j'allais comprendre. L'étude de Maître Garnier se trouvait rue de Rivoli, dans un immeuble ancien au 5e étage. J'y suis arrivé avec 15 minutes d'avance, essoufflé par la montée des escaliers. La secrétaire, une jeune femme brune aux lunettes sévères, m'a fait asseoir dans une petite salle d'attente. Des revues juridiques s'empilaient sur une table basse. Une horloge murale égrenait les secondes. À 16 heures précises, Maître Garnier est apparu. C'était un homme d'une 60aine d'années, grand, mince, avec des cheveux gris soigneusement coiffés en arrière. Il portait un costume 3 pièces et des lunettes à monture dorée. « Madame Bellamy, entrez, je vous en prie. » Son bureau était immense, des étagères chargées de codes juridiques, un bureau en acajou massif, une fenêtre donnant sur les toits de Paris. Je me suis assise en face de lui, petite et fragile, dans ce décor intimidant. « Alors, Madame Bellamy, que puis-je faire pour vous ?» J'ai inspiré profondément. « Maître, il faut que je vous parle de mon fils, de Jérôme. » Il a hoché la tête lentement. « Je vous écoute. Il essaie de me faire interner, de prendre le contrôle de mes biens. Il a lancé une procédure de curatelle sans me prévenir. » Maître Garnier a joint ses mains sous son menton, son visage indéchiffrable. « Je suis au courant. » Mon cœur s'est arrêté. « Vous êtes au courant ?» Jérôme est venu me voir il y a 1 mois. Il m'a expliqué la situation. « Quelle situation ?» Il a soupiré. « Madame, je vais être franc avec vous. Votre fils est inquiet. Il dit que vous montrez des signes de confusion mentale, que vous refusez toute aide, qu'il craint pour votre sécurité. C'est faux. » Ma voix s'est brisée. « Tout ça, c'est un mensonge. Il veut mon argent, maître. Il veut mon appartement. Il veut que je disparaisse. » Maître Garnier m'a regardé longuement. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. « Madame Bellamy, avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?»« Des preuves, évidemment. Il me fallait des preuves. L'enregistrement de Delphine. Oui, mais Delphine accepterait-elle de témoigner? De se mettre en danger? J'ai un enregistrement d'une conversation téléphonique où Jérôme demande à une infirmière de modifier mon traitement pour me faire paraître confuse. » Maître Garnier a haussé les sourcils. « Vraiment? Oui. Puis-je l'entendre? Je ne l'ai pas sur moi. Mais l'infirmière peut témoigner. Et acceptera-t-elle? » J'ai baissé les yeux. Je ne savais pas. Maître Garnier s'est penché en avant, sa voix douce mais ferme. « Madame Bellamy, je comprends que cette situation soit difficile pour vous, mais vous devez comprendre quelque chose. Jérôme est votre fils. Il est avocat. Il a une réputation irréprochable. Et vous? Et moi? Vous êtes une femme de 70 ans, vivant seule, qui refuse l'aide qu'on lui propose, qui a quitté un hôpital sans prévenir, qui accuse son propre fils de complot. » Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Je comprenais. Aux yeux du monde, c'était moi, la folle, pas Jérôme. « Maître, ai-je supplié, vous me connaissez depuis des années. Vous avez géré la succession de mon mari. Vous savez qui je suis. Oui, et c'est précisément pour cela que je vous donne ce conseil. N'entrez pas en guerre contre votre fils. Vous perdrez. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Alors je dois accepter, me laisser interner, perdre tout ce que j'ai? Il a détourné le regard, mal à l'aise. Je vous suggère de coopérer, d'accepter le suivi psychiatrique, de montrer que vous êtes raisonnable. Si vous vous opposez frontalement, le juge pensera que vous êtes effectivement confuse, que vous avez besoin de protection. Mais c'est un piège. C'est la réalité juridique, madame. Je me suis levée, tremblante de rage et de désespoir. Vous ne m'aidez pas. Vous êtes de son côté. Maître Garnier a secoué la tête. Je ne suis du côté de personne. Je vous dis la vérité. Alors la vérité, c'est que je suis condamnée. Il n'a rien répondu. J'ai quitté son bureau, les larmes aux yeux, le monde s'effondrant autour de moi. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la peur, pas de la tristesse, de la lucidité, froide, implacable. Je ne pouvais compter sur personne, pas sur la banque, pas sur le notaire, pas sur la justice. J'étais seule. Mais j'avais une chose que Jérôme n'avait pas, la vérité. Et si personne ne voulait l'entendre maintenant, je trouverais un moyen de la faire éclater, d'une manière ou d'une autre. Le jeudi matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas eue depuis des semaines. J'avais passé la nuit à réfléchir, à tout reconstituer. Et soudain, les pièces du puzzle se sont assemblées. L'urgence de Jérôme, sa précipitation. Cette procédure lancée maintenant, en novembre, alors qu'il aurait pu attendre des mois, des années même. Pourquoi maintenant? Il y avait forcément une raison. Je me suis levée,
J'ai préparé mon café et je me suis installée à ma petite table avec mon ordinateur portable, un vieux modèle que Léa m'avait offert il y a 5 ans pour que je puisse rester connectée. Je ne l'utilisais presque jamais, je ne savais pas vraiment m'en servir. Mais aujourd'hui, j'allais apprendre. J'ai tapé maladroitement sur le clavier « Jérôme Bellamy, avocat Paris ». Plusieurs résultats sont apparus. Le site de son cabinet, des articles de presse mentionnant ses dossiers, une photo de lui lors d'un gala de charité, en smoking, Camille à son bras. Puis, en bas de la première page, un article que je n'avais jamais vu. Le cabinet Bellamy & Associés face à des difficultés financières? J'ai cliqué dessus, le cœur battant. C'était un article d'un journal économique, daté du mois de septembre. Selon nos sources, le prestigieux cabinet d'avocats Bellamy & Associés, spécialisé en droit des affaires, traverserait une période difficile, suite à la perte de plusieurs clients majeurs. L'associé principal, Jérôme Bellamy, aurait été contraint de réduire ses effectifs et de renégocier certains baux commerciaux. Si le cabinet dément officiellement toute difficulté, plusieurs acteurs du secteur confirment que la concurrence accrue et des erreurs stratégiques auraient fragilisé la structure. J'ai relu l'article 3 fois. Des difficultés financières. Jérôme était en difficulté financière. Mon Dieu, c'était donc ça. Il avait besoin d'argent. Maintenant. Pas dans 5 ans. Pas dans 10 ans. Maintenant. Et mon héritage, mes 473 000 €, représentait une bouée de sauvetage. J'ai continué mes recherches, fébrile, cliquant de lien en lien. J'ai trouvé d'autres choses. Un article sur la vente d'une propriété dans le Luberon, leur maison secondaire. Vendue en juillet pour 1 300 000 €. Pourquoi vendre une maison qu'ils adoraient? Un autre article mentionnant le départ de Camille de son poste dans la grande entreprise de cosmétiques, pour se consacrer à des projets personnels, disait le communiqué. Mais était-ce vraiment volontaire? Plus je cherchais, plus l'image se précisait. Jérôme et Camille étaient en train de couler. Le cabinet périclitait. Les revenus de Camille avaient disparu. Ils avaient dû vendre leur maison secondaire. Et maintenant, ils devaient faire face à leurs dépenses pharaoniques. L'appartement avenue Foch, les écoles privées des enfants, les voitures de luxe, les voyages, les galas. Ils étaient ruinés, ou du moins en passe de l'être. Et moi, leur vieille mère encombrante, je possédais un demi-million d'euros qu'ils ne pouvaient pas toucher tant que j'étais en vie et en pleine possession de mes facultés. Alors, ils avaient décidé de me les prendre. Je suis restée assise longtemps devant mon ordinateur, les mains tremblantes. La vérité me frappait avec une violence inouïe. Mon fils, mon propre fils, était prêt à me détruire pour de l'argent. Pas par cruauté gratuite, pas par folie, juste pour de l'argent. J'ai pensé à toutes ces années où je m'étais privée pour lui. Les hivers où j'avais baissé le chauffage pour économiser sur les factures et payer ses cours particuliers. Les robes que je n'avais pas achetées pour financer son inscription à l'université. Les nuits blanches à donner des leçons de piano supplémentaires pour qu'il ne manque de rien. Et aujourd'hui, il voulait me voler jusqu'au dernier centime. La rage est montée en moi, brûlante, pure. Mais avec la rage, il y avait aussi une étrange forme de soulagement. Parce que maintenant, je savais, je n'étais pas folle, je n'imaginais rien. Jérôme était exactement le monstre que j'avais entrevu. L'après-midi même, j'ai pris une décision audacieuse. J'allais confronter Camille, pas Jérôme. Lui, c'était un avocat, un manipulateur entraîné. Je ne ferais pas le poids face à lui. Mais Camille était différente. Sous son vernis de femme élégante et froide, j'avais toujours senti une faille, une insécurité, un besoin constant de prouver sa valeur à travers l'argent et les apparences. Peut-être que si je la confrontais directement, elle craquerait. J'ai appelé son portable. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Allô ?» Sa voix était méfiante. « Camille, c'est Margot. Il faut qu'on parle. Je suis occupée. Camille, s'il vous plaît. C'est important. » Silence. Puis, avec un soupir exaspéré, « Très bien. 20 minutes. Café de Flore. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Un lieu mythique, cher, où Camille aimait se montrer. J'y suis arrivée avec 10 minutes d'avance, emmitouflée dans mon vieux manteau. Les serveurs en gilet noir circulaient entre les tables. Les clients, des touristes, des intellectuels en herbe, des femmes en fourrure, sirotaient leurs expressos à 12 €. Camille est arrivée pile à l'heure, impeccable dans un tailleur Chanel beige et un sac Kelly d'Hermès au creux du bras. Elle s'est assise en face de moi sans m'embrasser, sans même me saluer. « Alors ?» a-t-elle demandé froidement. J'ai inspiré profondément. « Je sais tout. » Elle a cligné des yeux. « Vous savez quoi? Les difficultés financières de Jérôme, la vente de votre maison dans le Luberon, votre départ forcé de votre entreprise. » Son visage s'est imperceptiblement crispé.
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Arrêtez de mentir, Camille. Je sais pourquoi Jérôme veut me faire interner. Pour mon argent. Pour toucher l'héritage maintenant. Parce que vous êtes au bord de la faillite. Elle a ri. Un rire sec, sans joie. Vous êtes complètement paranoïaque, Margot. Non, je suis lucide. Enfin, le serveur est venu prendre nos commandes. Camille a commandé un thé vert. Moi, rien. Quand il est reparti, Camille s'est penchée vers moi, ses yeux bleus glacials. Écoutez-moi bien, Margot. Oui, nous avons eu quelques difficultés. Tous les entrepreneurs en ont. Mais nous nous en sortons très bien. Et franchement, vos 400 000 € ne changeraient rien à notre vie. 473 000, ai-je corrigé. Elle a souri, un sourire cruel. Vous voyez, vous comptez, comme si cet argent avait une importance. Il en a pour vous, manifestement. Pas du tout. Elle a pris une gorgée de thé, affectant l'indifférence. Mais je vais vous dire quelque chose que vous refusez d'admettre, Margot. Vous vieillissez. Vous êtes seule. Vous vivez dans un appartement vétuste. Vous n'avez aucun ami, aucune vie sociale. Vos seuls contacts humains sont vos élèves de piano, qui viennent par pitié. Chaque mot était une gifle. Jérôme veut vous aider, vous offrir une vie meilleure, une résidence où vous seriez entouré, soigné. Mais vous, par orgueil stupide, vous refusez. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ma liberté. Votre liberté? Elle a ri à nouveau. Vous appelez ça une liberté? Vivre recroquevillé dans votre passé, accroché à des souvenirs qui n'intéressent personne? Ils m'intéressent, moi. Justement, vous, toujours vous. Vous n'avez jamais pensé à Jérôme, à ce qu'il ressent? J'ai froncé les sourcils, déstabilisé. Ce qu'il ressent? Camille a posé sa tasse, son regard planté dans le mien. Vous savez ce que c'est, pour lui, de voir sa mère s'enfoncer dans la vieillesse et la solitude, de savoir qu'un jour, vous allez tomber dans cet escalier maudit et qu'on vous retrouvera des jours plus tard, morte et seule? Jérôme ne se soucie pas de ça. Il se soucie de mon argent. Vous êtes pathétique. Sa voix s'était durcie. Vous ne voyez pas l'amour de votre fils parce que vous êtes aveuglé par votre égoïsme. L'amour? J'ai senti ma voix trembler. Et Camille? Il a essayé de me faire droguer dans un hôpital. Il a lancé une procédure de mise sous tutelle sans me prévenir. Il a contacté ma banque pour me faire passer pour folle. C'est ça l'amour? Elle m'a regardé longuement. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Vous n'avez aucune preuve de tout ça. J'ai un enregistrement. Ah oui? Et où est-il, cet enregistrement? Vous l'avez sur vous? Vous pouvez le produire devant un juge? Je n'ai rien répondu. Parce que l'enregistrement était sur le téléphone de Delphine. Et je n'étais même pas sûre qu'elle accepterait de témoigner. Camille a souri, victorieuse. Vous voyez, vous n'avez rien, juste des accusations vagues, des théories du complot. Exactement ce qu'une personne atteinte de troubles mentaux dirait. Elle s'est levée, a posé un billet de 20 € sur la table. Le rendez-vous chez le docteur Morel, c'est mardi prochain. Si vous ne venez pas, nous passerons directement par le juge. Et croyez-moi, Margot, vous perdrez. Parce que vous êtes seule, parce que personne ne vous croira. Et parce que Jérôme a tous les atouts en main. Elle a enfilé son manteau, a saisi son sac Hermès. Réfléchissez bien. Vous pouvez coopérer et finir vos jours dans une jolie résidence avec des soins et un peu de dignité. Ou vous pouvez vous battre et finir interné de force dans un hôpital psychiatrique public. À vous de choisir. Elle est partie sans un regard en arrière. Je suis restée seule à cette table, sous le regard curieux des autres clients, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Camille avait raison sur un point. Je n'avais aucune preuve solide. L'enregistrement de Delphine, elle pouvait le nier, dire qu'il était truqué, ou simplement refuser de témoigner. Les articles sur les difficultés financières de Jérôme, ils ne prouvaient rien. Beaucoup d'entreprises traversent des moments difficiles, sans pour autant commettre des crimes. La procédure de mise sous tutelle, légale, justifiée aux yeux de la loi par les inquiétudes légitimes d'un fils aimant. Je n'avais rien. Rien qu'une vieille femme pourrait opposer à un avocat brillant et une épouse issue de la haute bourgeoisie. Mais alors, en posant mon sac sur le canapé, mon regard est tombé sur quelque chose. Une enveloppe, glissée sous ma porte. Je l'ai ramassée, le cœur battant. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom, écrit à la main. Margot Bellamy. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en deux, et dessus, un message tapé à l'ordinateur. Madame Bellamy, je travaille au cabinet de votre fils depuis 3 ans. Je sais ce qu'il vous fait. Ce n'est pas la première fois. Il y a 2 ans, il a fait la même chose avec un client âgé qui refusait de vendre sa propriété. Il l'a fait déclarer inapte, a pris le contrôle de ses biens et l'a placé en EHPAD contre son gré. Le client est mort 6 mois plus tard. Je ne peux pas témoigner publiquement. J'ai une famille.
Mais je peux vous aider. Si vous voulez des preuves, retrouvez-moi samedi 15h, square des Batignolles, banque près de la Fontaine. Venez seul. Déchirez cette lettre après l'avoir lue. Pas de signature. Je suis resté pétrifié. La lettre entre les mains. Quelqu'un savait. Quelqu'un du cabinet de Jérôme savait ce qu'il faisait. Et cette personne voulait m'aider. Était-ce un piège? Possible. Mais c'était aussi ma seule chance. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je tournais et retournais dans mon lit, l'esprit en ébullition. Qui avait écrit cette lettre? Un employé du cabinet? Un associé? Quelqu'un qui en avait assez de voir Jérôme agir ainsi? Et surtout, devais-je y aller? Si c'était un piège, si Jérôme avait orchestré ça pour me faire paraître encore plus paranoïaque, j'étais fichu. Mais si c'était réel, si j'avais enfin une preuve, alors je pourrais me défendre. Je pourrais dévoiler la vérité. Au petit matin, j'ai pris ma décision. J'irais au rendez-vous, parce que je n'avais plus rien à perdre. Le vendredi, j'ai essayé de vivre normalement. J'ai donné mes cours de piano, j'ai fait mes courses, j'ai cuisiné une blanquette de veau que je n'ai presque pas touchée. Mais mon esprit était ailleurs. Samedi, 15h, square des Batignolles. Le soir, j'ai ressorti la photo de Jérôme enfant. Je l'ai regardé longtemps, à la lumière de ma lampe de chevet. Ce petit garçon aux yeux innocents, ce petit garçon qui me promettait de me protéger. Qu'était-il devenu? Où était passée son âme? Était-elle morte quand son père est mort? Ou l'avais-je tué moi-même, sans m'en rendre compte, en l'élevant seul, en lui donnant trop d'amour, trop d'attention, trop de sacrifices? Peut-être qu'il m'en voulait, peut-être qu'il m'avait toujours détesté au fond, pour l'avoir privé d'un père, pour l'avoir étouffé sous mon affection, pour avoir été pauvre quand il rêvait de richesse. Ou peut-être qu'il était juste devenu ce que tant d'hommes deviennent, quelqu'un pour qui l'argent compte plus que l'amour. Je ne le saurais jamais, mais demain, j'aurai peut-être les moyens de l'arrêter. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le samedi matin, je me suis réveillée avant l'aube. Mon corps tremblait. Pas de froid, mais d'une tension nerveuse qui m'oppressait la poitrine. J'avais à peine dormi 2 heures. Des cauchemars m'avaient réveillée plusieurs fois. Des rêves où Jérôme me poursuivait dans des couloirs blancs d'hôpital, où Camille riait en me montrant du doigt, où je tombais dans un vide sans fin. Je me suis levée, j'ai préparé du café. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé la moitié du sucre sur le comptoir. 15h, square des Batignolles. 5 heures à attendre. J'ai essayé de m'occuper. J'ai rangé mon appartement, déjà impeccable. J'ai feuilleté un vieux livre sans lire un seul mot. J'ai regardé par la fenêtre, observant les passants qui marchèrent dans la rue, insouciants, vivant leur vie normale. À 13h, je me suis habillée. Un pantalon gris foncé, un pull en laine noire, mon manteau bleu marine. J'ai mis la photo de Jérôme enfant dans mon sac, sans trop savoir pourquoi, comme un talisman, ou peut-être comme un rappel de ce que j'avais perdu. J'ai quitté mon appartement à 14h, en avance. Je voulais repérer les lieux, m'assurer que ce n'était pas un piège. Le square des Batignolles est un petit parc public, dans le 17e arrondissement, pas très loin de chez moi, 20 minutes en métro. Un endroit tranquille, avec des allées bordées d'arbres, une pièce d'eau, des bancs où les vieux venaient nourrir les canards. J'y suis arrivé à 14h30. Le parc était presque désert. Quelques joggeurs, une maman avec une poussette, un homme âgé qui lisait son journal sur un banc. J'ai trouvé la fontaine mentionnée dans la lettre. Une petite fontaine en pierre au centre d'un espace circulaire. Et juste à côté, un banc en bois. Je me suis assise, le cœur battant, et j'ai attendu. 14h45, 14h50. Personne. À 14h55, j'ai commencé à paniquer. C'était un piège, évidemment. Jérôme avait tout orchestré pour me faire venir ici, seul. Et ensuite, il dirait que j'avais des comportements erratiques, que je rencontrais des inconnus dans des parcs. Puis, à 15h précises, quelqu'un s'est assis à côté de moi. Un jeune homme, 30 ans, peut-être 35. Costume sombre, écharpe grise, cheveux châtains coupés courts, des lunettes rondes qui lui donnaient un air sérieux. Il n'a pas tourné la tête vers moi. Il a sorti son téléphone, comme s'il consultait ses messages. Puis il a parlé, à voix basse. « Ne me regardez pas, faites comme si on ne se parlait pas. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré. « Je m'appelle Thomas. Je suis juriste au cabinet de votre fils depuis 3 ans. Pourquoi voulez-vous m'aider » Il a hésité, les yeux fixés sur son téléphone. Parce que ce que fait Jérôme Bellamy est criminel, et parce que je ne peux plus me taire. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. Enfin, quelqu'un me croyait. « Dans votre lettre, vous avez parlé d'un autre client, Monsieur Bernard Lemoine, » a coupé Thomas. 79 ans, propriétaire d'un immeuble de rapport dans le Marais, estimé à 3 millions d'euros. Il refusait de vendre. Jérôme représentait un promoteur qui voulait racheter l'immeuble. Et alors, Thomas a serré son téléphone plus fort.
Jérôme a monté un dossier pour faire déclarer Monsieur Lemoine mentalement inapte. Il a payé un psychiatre complaisant. Il a manipulé des témoignages. Et il a obtenu une mise sous tutelle. Ensuite, en tant que tuteur légal, parce que Monsieur Lemoine n'avait pas de famille, Jérôme a vendu l'immeuble. Pour 2,8 millions, bien en dessous de sa valeur réelle, au promoteur qui l'avait mandaté. Mon sang s'est glacé. Monsieur Lemoine a protesté, bien sûr. Mais qui écoute un vieillard placé sous tutelle? On l'a interné dans un EHPAD, un endroit sinistre, en banlieue. 6 mois plus tard, il est mort. Dépression, disait le certificat. Mais moi, je sais qu'il est mort de chagrin, de désespoir. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Vous avez des preuves? Oui, des documents internes, des emails, des enregistrements de conversations entre Jérôme et le psychiatre. Tout. Alors pourquoi ne pas les avoir donnés à la police? Thomas a enfin tourné légèrement la tête vers moi. Ses yeux, derrière ses lunettes, étaient emplis de honte. Parce que j'ai peur. Jérôme Bellamy est un homme puissant. Il a des relations partout. Dans la magistrature, dans la police, dans les médias. S'il apprend que c'est moi qui l'ai dénoncé, il me détruira. Ma carrière, ma famille, tout. Mais vous me donnez ces documents à moi? Oui. Parce que vous avez le droit de vous défendre. Et parce que si vous portez plainte, avec ces preuves, il ne pourra pas s'en sortir. Même avec toutes ses relations. Il a sorti une clé USB de sa poche, discrètement, sans que personne autour ne puisse voir. Tout est là-dedans. Email, enregistrement, copie de documents falsifiés, et aussi des informations sur la situation financière réelle du cabinet, les dettes, les menaces de saisie, tout. Il a posé la clé USB sur le banc, entre nous deux. Prenez-la, et allez voir un avocat, pas n'importe lequel, quelqu'un d'extérieur au réseau de Jérôme. Vous connaissez quelqu'un? Oui, Maître Sylvie Marchand. Cabinet Marchand & Lefebvre, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est une battante. Elle ne se laisse impressionner par personne. Dites-lui que vous venez de ma part. Elle comprendra. J'ai pris la clé USB d'une main tremblante, l'ai glissée dans mon sac. Thomas, merci. Merci infiniment. Il s'est levé, a rajusté son écharpe. Ne me remerciez pas, faites juste ce qu'il faut. Et Madame Bellamy? Oui, faites attention. Jérôme est dangereux, plus que vous ne l'imaginez. Il est parti sans se retourner, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. Je suis resté seul sur ce banc, la clé USB serrée contre moi comme un trésor. J'avais des preuves. Enfin, j'avais des preuves. Je suis rentré chez moi en marchant vite, le cœur battant. À chaque coin de rue, je regardais derrière moi, craignant d'être suivi. Une fois dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte, poussé une chaise contre la poignée. Puis je me suis assise devant mon ordinateur portable, les mains tremblantes. J'ai inséré la clé USB. Des dizaines de fichiers sont apparus, des PDF, des enregistrements audio, des documents Word. J'ai commencé à les ouvrir, un par un. Le premier était un email de Jérôme à un certain docteur Arnaud Girard, daté du 15 mai 2022. Cher Arnaud, concernant notre discussion d'hier soir, je confirme l'arrangement. Monsieur Lemoine doit être évalué comme présentant des troubles cognitifs sévères, incompatibles avec la gestion autonome de ses biens. Le rapport doit être prêt pour le 28 mai. Date de l'audience. En échange, comme convenu, une consultation rémunérée de 15 000 € pour votre expertise sur le dossier Montalban. Discrétion absolue, bien entendu. Cordialement, Jérôme. J'ai eu envie de vomir. Mon fils, mon propre fils, soudoyant un psychiatre. J'ai ouvert un autre document, un enregistrement audio. J'ai cliqué dessus. La voix de Jérôme a rempli la pièce. Écoute Arnaud, c'est simple. Le vieux refuse de vendre. Mon client perd patience. Si on ne fait pas bouger les choses maintenant, le deal tombe à l'eau. Et je perds mes honoraires. 300 000 €, Arnaud. 300 000 € qui nous filent entre les doigts. Une autre voix, plus hésitante. Mais Jérôme, falsifier un rapport psychiatrique, c'est quoi? Illégal? Jérôme avait ri. On ne falsifie rien. On interprète. Tu es psychiatre, tu sais très bien qu'il y a une marge d'appréciation. Tu poses les bonnes questions. Tu notes les bonnes réponses, et voilà. Et si ça se retourne contre nous? Ça ne se retournera pas. Le moine n'a pas de famille, pas d'avocat compétent. Personne ne contestera ton rapport. Mon estomac se tordait. J'ai ouvert un troisième document, un relevé bancaire du cabinet Bellamy & Associés. Les chiffres étaient catastrophiques. Dette, 2 300 000 €. Créances impayées, 1 100 000 €. Trésorerie disponible, 53 000 €. Le cabinet était au bord de la faillite. Un autre document détaillait les saisies en cours. L'appartement avenue Foch était hypothéqué. Les voitures de luxe louées, pas achetées. Les frais de scolarité des enfants impayés depuis 3 mois. Jérôme et Camille vivaient sur du crédit, sur des apparences, et ils allaient s'effondrer, à moins de trouver de l'argent. Rapidement,
Mon argent. J'ai passé toute la soirée à éplucher les documents. Plus je lisais, plus l'horreur grandissait. Jérôme n'était pas seulement un fils ingrat, c'était un escroc, un criminel. Il avait détruit Monsieur Lemoine pour 300 000 € d'honoraires. Et maintenant, il s'apprêtait à me détruire, moi, sa propre mère, pour 473 000 € d'héritage. À 23 heures, mon téléphone a sonné. Jérôme. J'ai fixé l'écran, paralysé. Devais-je répondre? Finalement, j'ai décroché. Allô? Maman. Sa voix était douce. Trop douce. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'es pas venu au rendez-vous chez le docteur Morel mardi dernier. Mardi dernier. J'avais complètement oublié. J'étais occupée. Occupée. Il y avait une pointe d'agacement dans sa voix. Maman, nous en avons déjà parlé. Ce rendez-vous était important. Je sais. Pardon. J'ai repris rendez-vous pour lundi prochain. 14 heures. Cette fois, j'irai avec toi, pour m'assurer que tu ne t'enfuis pas encore. Ces mots étaient enveloppés de douceur, mais l'intention était claire. Il ne me laisserait plus le choix. Jérôme. Oui, j'ai hésité. Une partie de moi voulait hurler, lui dire que je savais tout, que j'avais les preuves, que j'allais le détruire comme il avait voulu me détruire. Mais une autre partie, plus prudente, plus stratégique, m'a retenue. Si je lui montrais mes cartes maintenant, il trouverait un moyen de s'en sortir, de détruire les preuves, de me faire taire. Non, je devais être plus intelligente. Rien, ai-je finalement murmuré. Je serai là lundi. Parfait. Je passerai te chercher à 13h30. Sois prête. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes. Lundi. J'avais jusqu'à lundi. 2 jours pour agir. Le dimanche matin, dès 9h, j'ai appelé le cabinet Marchand & Lefebvre. Évidemment, c'était fermé. Un répondeur automatique. Cabinet Marchand & Lefebvre. Nous sommes actuellement fermés. Pour toute urgence, veuillez envoyer un email à contactermarchandelefebvre.fr. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. J'ai envoyé un email, les doigts tremblants sur le clavier. Madame Marchand, je m'appelle Margot Bellamy. J'ai 70 ans. Mon fils, Jérôme Bellamy, avocat, tente de me faire interner pour prendre le contrôle de mes biens. J'ai des preuves de ses agissements criminels passés et présents. J'ai besoin d'aide, urgemment. Thomas, du cabinet Bellamy & Associés, m'a conseillé de vous contacter. Je vous en supplie, rappelez-moi. Margot Bellamy. Téléphone 06 XI 20 20 20. J'ai cliqué sur « Envoyer », le cœur serré. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. L'attente a été insupportable. Dimanche est passé dans un brouillard d'angoisse. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je tournais en rond dans mon appartement, sursautant à chaque bruit. Mon téléphone restait obstinément silencieux. À 18h, toujours rien. À 20h, rien. À 23h, j'ai perdu espoir. Maître Marchand ne me rappellerait pas. Pourquoi le ferait-elle? J'étais une inconnue, une vieille femme avec des histoires de famille. Je me suis couchée, désespérée. Demain, Jérôme viendrait me chercher, et je n'aurais aucun moyen de me défendre. Lundi matin, à 9h, mon téléphone a sonné. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant. Un numéro inconnu. J'ai décroché, la voix rauque. Allô? Madame Bellamy? Maître Sylvie Marchand à l'appareil. J'ai failli pleurer de soulagement. Maître, merci. Merci de me rappeler. J'ai lu votre email et j'ai consulté les documents que Thomas m'a transmis hier soir. Sa voix était ferme, autoritaire. Madame Bellamy, votre fils est un criminel et nous allons l'arrêter. Des larmes ont jailli de mes yeux. Vous me croyez? Je ne crois pas. Je sais. Les preuves sont accablantes. Pouvez-vous venir à mon cabinet aujourd'hui, le plus tôt possible? Oui, bien sûr. 11h. Venez avec tous les documents que vous possédez. Lettres, emails, relevés bancaires. Tout. J'y serai. Et Madame Bellamy? Oui? Ne voyez pas votre fils aujourd'hui. Inventez une excuse. Dites que vous êtes malade. N'importe quoi. Mais ne le voyez pas. Nous devons agir vite, mais avec précaution. D'accord. À tout à l'heure. Elle a raccroché. Je me suis effondrée sur mon lit, secouée de sanglots. Des sanglots de soulagement. Enfin, quelqu'un allait m'aider. À 11h précises, j'étais dans le bureau de maître Sylvie Marchand. C'était une femme d'une 50aine d'années, petite mais imposante, avec des cheveux courts poivre et sel et des yeux noirs perçants. Elle portait un tailleur strict et des lunettes sans monture. Son bureau était fonctionnel, organisé. Pas de fioritures, pas de décoration superflue. Juste des dossiers empilés, des codes juridiques, un ordinateur. Asseyez-vous, Madame Bellamy. Je me suis assise, serrant mon sac contre moi. Elle a sorti la clé USB que Thomas lui avait envoyée. Elle l'a insérée dans son ordinateur. J'ai passé toute la nuit à étudier ces documents. Elle me regardait droit dans les yeux. Votre fils a commis plusieurs infractions graves. Corruption,
abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée, falsification de documents officiels. Est-ce que je peux porter plainte? Non seulement vous pouvez, mais vous devez. Et nous allons le faire aujourd'hui, maintenant. Maintenant? Oui, nous allons au commissariat. Nous déposons plainte, avec toutes les preuves. Et je demande en parallèle une ordonnance de protection d'urgence pour vous, pour interdire à votre fils de vous approcher. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Et s'il essaie de se venger? Maître Marchand s'est penché vers moi, ses yeux plantés dans les miens. Madame Bellamy, votre fils ne pourra rien faire, parce que dès cet après-midi, il sera convoqué par la police. Et d'ici quelques jours, il sera probablement en garde à vue. Nous sommes allés au commissariat du 16e arrondissement. Maître Marchand m'a accompagné. Elle a tout expliqué aux policiers. Elle leur a remis les documents, les enregistrements, tout. Ils ont pris ma déposition. 3 heures durant lesquelles j'ai raconté tout. L'hôpital, la procuration bancaire, la procédure de mise sous tutelle, les menaces de Camille, l'affaire Lemoine. Les policiers m'écoutaient, grave. À 16 heures, j'ai signé ma plainte. Nous allons transmettre ça au procureur immédiatement, m'a dit le capitaine. Et nous allons convoquer Monsieur Bellamy pour audition. En sortant du commissariat, j'ai senti mes jambes flageoler. Maître Marchand m'a rattrapé par le bras. Ça va aller, Madame Bellamy. Vous avez été très courageuse. Et maintenant? Maintenant, vous rentrez chez vous. Vous verrouillez votre porte. Et vous m'appelez immédiatement si votre fils tente de vous contacter. D'accord. Elle m'a tendu sa carte. N'hésitez pas. Jour et nuit, je serai là. Je suis rentrée chez moi à 17h30. Épuisée, vidée, mais étrangement apaisée. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais porté plainte contre mon propre fils. Mon téléphone a vibré. Un message de Jérôme. « Maman, je suis passé te chercher à 13h30 comme prévu. Tu n'étais pas là. Où es-tu? Rappelle-moi. » J'ai fixé le message longuement. Puis j'ai tapé une réponse. « Je ne viendrai pas chez le docteur Morel, Jérôme. Et je ne te verrai plus. Jamais. » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi, profondément, sans cauchemar. Parce que j'avais repris le contrôle de ma vie. Les 3 jours qui ont suivi le dépôt de ma plainte ont été parmi les plus étranges de ma vie. Un calme inquiétant s'était installé. Comme l'œil d'un cyclone. Jérôme ne m'avait pas rappelé. Pas de message, pas d'appel, rien. J'imaginais qu'il avait reçu la convocation de la police, qu'il était en train de comprendre ce qui lui arrivait. Moi, je vivais dans une sorte d'état second. Je donnais mes cours de piano mécaniquement, je mangeais peu. Je dormais par intermittence, mais je n'avais plus peur. C'était fini, la peur. À la place, il y avait une lucidité froide, une clarté d'esprit que je n'avais jamais connue. J'avais passé 70 ans à prendre soin des autres, de mon mari, quand il était vivant, de Jérôme, toute ma vie, de mes élèves, de tout le monde. Et pendant tout ce temps, je m'étais oublié, je m'étais effacé. J'avais cru que l'amour maternel était un sacrifice permanent, un don de soi sans limite, une abnégation totale. Mais j'avais tort. L'amour ne peut pas exister sans respect, sans réciprocité, sans dignité. Et Jérôme ne me respectait plus depuis longtemps. Peut-être ne m'avait-il jamais respecté. Le mercredi matin, Maître Marchand m'a appelé. « Madame Bellamy, j'ai des nouvelles. Oui, votre fils a été convoqué hier par la brigade financière. Il a été entendu pendant 6 heures. Mon cœur s'est serré. Malgré tout, malgré sa trahison, une partie de moi, cette partie maternelle, indéracinable, souffrait encore pour lui. Et alors, il nie tout, évidemment. Il prétend que les documents sont falsifiés, que Thomas est un employé mécontent qui veut se venger, que vous êtes manipulé, que votre plainte est le fruit de votre confusion mentale. J'ai serré le téléphone plus fort. Les policiers le croient? Non, parce que nous avons les originaux des emails. Les métadonnées prouvent qu'ils n'ont pas été falsifiés. Les enregistrements ont été authentifiés par un expert. Et le témoignage de Thomas, bien qu'anonyme pour l'instant, est corroboré par d'autres employés du cabinet que la police a commencé à interroger. Donc, votre fils est dans une position très difficile. Le procureur a ouvert une information judiciaire. Jérôme Bellamy va être mis en examen dans les prochains jours. Pour abus de faiblesse, corruption, escroquerie en bande organisée. J'ai fermé les yeux. Mon fils, mon petit garçon, bientôt accusé, jugé, peut-être condamné. Madame Bellamy, vous êtes toujours là? Oui, pardon. Je comprends que ce soit difficile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Je sais. Et il y a autre chose. Quoi? La procédure de mise sous tutelle lancée par votre fils a été annulée. Le juge a rejeté la demande au vu des éléments nouveaux. Vous êtes libre, pleinement. Des larmes ont roulé sur mes joues. Libre, j'étais libre. Merci, ai-je murmuré. Merci, maître. C'est vous qui avez eu le courage de vous battre, Madame Bellamy. Moi, je n'ai fait que mon travail. Cet après-midi-là,
J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis sortie me promener. Pas pour faire des courses, pas pour aller quelque part en particulier. Juste pour marcher. J'ai pris le métro jusqu'au jardin du Trocadéro. J'ai marché le long des allées, regardant la tour Eiffel se dresser contre le ciel gris de novembre. Des touristes prenaient des photos. Des enfants couraient en riant. Un musicien de rue jouait du violon. Une mélodie mélancolique et belle. Je me suis assise sur un banc face à la tour et j'ai réfléchi à ma vie, à ce qu'elle avait été, à ce qu'elle allait devenir. Pendant tant d'années, j'avais cru que ma vie avait un sens parce que j'étais la mère de Jérôme. Parce que je l'avais élevé, soutenu, aimé. Mais maintenant que ce lien était brisé, irrémédiablement brisé, qui étais-je? Qui était Margot Bellamy? J'ai sorti la photo de Jérôme enfant de mon sac. Cette photo que je trimballais partout depuis des semaines. Je l'ai regardée longuement. Ce petit garçon aux yeux innocents. Ce petit garçon qui n'existait plus. Puis, lentement, j'ai déchiré la photo. En 2, en 4, en petits morceaux. J'ai laissé les fragments tomber dans la poubelle à côté du banc. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Je me libérais de ce passé, de cette illusion, de cet amour à sens unique qui m'avait consumé pendant 42 ans. Jérôme avait fait ses choix. Maintenant, j'allais faire les miens. Le lendemain, jeudi, j'ai appelé ma banque. « Bonjour, je voudrais révoquer la procuration bancaire accordée à mon fils. »« Très bien, Madame Bellamy. Je prépare les documents. » Cette fois, personne ne m'a posé de questions. Personne ne m'a regardé avec pitié ou suspicion. Parce que maintenant, j'avais un avocat. Une plainte déposée. Une légitimité. J'ai signé les papiers. Jérôme n'avait plus accès à mes comptes. Ensuite, j'ai demandé à consulter mes relevés des 6 derniers mois. Tout était en ordre. Jérôme n'avait effectué aucun retrait, aucun virement. Il avait juste consulté mes soldes, comme Thomas me l'avait dit. Mais ce qui m'a frappé, c'est autre chose. Mes économies, mes 53 000 € en actions, avaient en fructifié. Grâce aux intérêts composés, elles valaient maintenant près de 60 000 €. Et mon appartement, selon la dernière estimation de l'agence immobilière que j'avais contactée par curiosité, valait désormais 480 000 €. Au total, j'avais un patrimoine de 540 000 €, plus que ce que Jérôme avait cru. Une somme qui pour lui aurait été la planche de salut, mais qu'il ne verrait jamais. Le vendredi, j'ai reçu une lettre, pas recommandée, juste une lettre normale, glissée dans ma boîte aux lettres. L'écriture était celle de Jérôme. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Finalement, je l'ai fait. « Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que tu as porté plainte contre moi. Je sais que tu me hais. Mais il faut que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » J'étais désespérée. Le cabinet coulait. Camille menaçait de me quitter si je ne trouvais pas une solution. Les créanciers nous poursuivaient. J'avais peur de tout perdre. Ma carrière, ma famille, ma réputation. Et oui, j'ai pensé à ton argent. Oui, j'ai pensé que si tu étais placé sous tutelle, je pourrais gérer tes biens, pas pour te voler, juste pour emprunter, pour me remettre à flot. Et ensuite, je t'aurais tout rendu, je te le jure, mais je me suis trompée. J'ai été lâche, j'ai trahi ta confiance. Et maintenant, je vais payer pour ça. La police va m'arrêter. Je vais perdre mon cabinet, mon barreau, tout. Camille est partie. Elle a pris les enfants. Elle a demandé le divorce. Je suis seule. Comme toi, tu l'as été pendant toutes ces années. Je comprends maintenant ce que tu as enduré. Élever un enfant seul, te sacrifier, ne jamais te plaindre. Et moi, je t'ai remercié en essayant de te détruire. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir que je regrette, profondément. Et que malgré tout, malgré mes erreurs, malgré mes crimes, je t'ai aimé. À ma façon. Mal. Égoïstement. Mais je t'ai aimé. Adieu, maman. Jérôme. J'ai lu la lettre 3 fois. Et je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni colère, ni tristesse, juste rien. Parce que cette lettre, ce n'était pas des excuses sincères, c'était une ultime manipulation. Jérôme essayait encore de m'attendrir, de jouer sur mon amour maternel, de me faire croire qu'il regrettait vraiment, mais il ne regrettait qu'une chose, d'avoir été pris. S'il avait réussi son plan, si je m'étais laissé interner, si j'avais perdu mes droits, il n'aurait jamais écrit cette lettre. Il aurait pris mon argent et m'aurait oublié. J'ai plié la lettre soigneusement, et je l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je la ressortirai, pour me rappeler qui il était vraiment. Mais pour l'instant, je devais avancer. Le samedi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai invité quelqu'un chez moi, Madame Laurentin, ma voisine du 3e étage. Je lui avais rarement parlé au-delà des politesses d'usage. Mais ces derniers jours, elle m'avait souri chaleureusement, chaque fois que nous nous croisions dans l'escalier, comme si elle sentait que quelque chose avait changé en moi. Je l'ai invitée pour le thé.
l'après-midi. Elle est arrivée avec un bouquet de fleurs et une boîte de macarons. Margot, quelle délicieuse surprise! Nous nous sommes installés dans mon petit salon. J'ai préparé du thé Earl Grey et disposé les macarons sur une assiette en porcelaine. Au début, nous avons parlé de choses banales, la météo, les travaux dans l'immeuble, les commerçants du quartier. Puis, doucement, la conversation a dérivé. « Margot, » a dit Madame Laurentin en posant sa tasse, « pardonnez ma curiosité, mais vous semblez différente ces derniers jours, plus légère, comme si un poids avait été enlevé de vos épaules. » J'ai souri tristement. « C'est exactement ça, un poids a été enlevé. » « Votre fils ?» J'ai cligné des yeux. Surprise. « Comment ? Je suis vieille, ma chère, mais pas aveugle. » Elle a souri gentiment. « Je vous ai vu vous effondrer ces dernières semaines, pâle, maigre, effrayée. Et j'ai vu cette jeune femme blonde venir ici, arrogante, pressée. Votre belle-fille, je suppose. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Alors j'ai deviné. Madame Laurentin a posé sa main sur la mienne. « Les familles, parfois, sont plus cruelles que les étrangers. Oui, et vous avez trouvé la force de vous défendre. Oui. » Elle a serré ma main doucement. « Je suis fière de vous, Margot. Vraiment. » Ces mots simples, venant d'une femme que je connaissais à peine, m'ont fait plus de bien que toutes les déclarations d'amour de Jérôme n'en avaient jamais fait, parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils ne demandaient rien en retour. Le dimanche soir, j'ai écrit quelque chose que je n'avais jamais écrit de ma vie. Une lettre, pas à Jérôme, à moi-même. « Chère Margot, tu as 70 ans. Tu as survécu à la mort de ton mari. Tu as élevé seul un enfant. Tu as travaillé dur toute ta vie. Tu as donné tout ce que tu avais. Et aujourd'hui, tu as fait la chose la plus difficile qu'une mère puisse faire. Tu as choisi de te protéger plutôt que de protéger ton enfant. Ce n'était pas égoïste. Ce n'était pas cruel. C'était juste. C'était moral. C'était nécessaire. Jérôme a fait ses choix. Il en subira les conséquences. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas échoué comme mère. Tu as juste aimé quelqu'un qui n'a pas su t'aimer en retour. Mais maintenant, tu es libre. Libre de vivre pour toi. Libre de choisir comment tu veux passer les années qui te restent. Libre d'être heureuse. Tu as gagné ce droit. Alors, ne le gaspille pas en regret ou en culpabilité. Vis avec amour, Margot. J'ai plié cette lettre et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, à côté de la photo déchirée que j'avais finalement récupérée et recollée, non pas pour la garder, mais pour me souvenir de qui Jérôme avait été et de qui il était devenu. Le lundi matin, Maître Marchand m'a appelé. « Madame Bellamy, Jérôme Bellamy a été officiellement mis en examen ce matin. Le juge d'instruction a ordonné un contrôle judiciaire strict. Interdiction de vous contacter. Interdiction de quitter le territoire. Et la suite ? Le procès aura lieu dans 6 à 8 mois. Vu la gravité des charges et l'accumulation de preuves, il risque une peine de prison ferme. Entre 3 et 5 ans, probablement. » J'ai fermé les yeux. Mon fils. En prison. Madame Bellamy ? Oui, pardon. Je réfléchissais. C'est normal. C'est votre fils, malgré tout. Oui, malgré tout. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Ne l'oubliez jamais. Je n'oublierai pas. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de Paris s'allumer une à une dans la nuit tombante. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, au piège que Jérôme avait tendu, à ma fuite, à ma peur, à ma colère. Et finalement, à ma décision. Je ne m'étais pas vengé. Je ne l'avais pas détruit par cruauté. Je m'étais juste défendu, avec dignité, avec lucidité, avec justice. Et maintenant, le karma ferait le reste. Parce que la vie, j'en étais certaine maintenant, finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Jérôme avait semé la trahison, la manipulation, la cruauté. Il récoltait la solitude, la honte, la ruine. Ce n'était pas moi qui le punissais, c'était la vie elle-même. 3 mois ont passé. 3 mois pendant lesquels ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Février est arrivé, avec ses matins glacés et ses après-midi où le soleil perce timidement les nuages. Paris était belle, comme toujours en hiver, froide, mais lumineuse. J'avais repris goût à la vie. Mes cours de piano continuaient, mais j'y avais ajouté quelque chose de nouveau. J'avais commencé à donner des leçons bénévoles dans une maison de retraite du quartier. 2 fois par semaine, je venais jouer pour les résidents. Des morceaux de Chopin, de Debussy, des chansons françaises qu'ils fredonnaient en fermant les yeux. Ils m'appelaient Madame Margot et me serraient la main avec reconnaissance. Certains pleuraient en écoutant la musique. D'autres souriaient simplement, perdus dans leurs souvenirs. C'était beau, c'était simple. C'était une vie qui avait du sens. Madame Laurentin et moi étions devenus amis. Nous prenions le thé ensemble chaque samedi. Nous parlions de tout et de rien, de nos vies passées, de nos regrets, de nos espoirs.
Elle m'avait présenté à un petit groupe de femmes du quartier, toutes veuves ou célibataires, toutes dans la soixantaine ou la soixantaine avancée. Nous avions formé une sorte de club informel. Nous allions au cinéma ensemble. Nous visitions des expositions. Nous déjeunions dans de petits restaurants. Pour la première fois depuis des décennies, je n'étais plus seule. Et je réalisais à quel point j'avais été seule pendant toutes ces années où Jérôme était censé être là. En février, Maître Marchand m'a tenu informé de l'évolution de l'affaire. L'instruction judiciaire avançait. Le dossier contre Jérôme s'alourdissait de semaine en semaine. D'autres victimes s'étaient manifestées. 3 personnes âgées qui avaient été manipulées par Jérôme au cours des 5 dernières années. Toutes avaient des histoires similaires. Pression psychologique, menaces déguisées, tentatives de mise sous tutelle. L'une d'elles, Madame Hélène Moreau, 80 ans, avait accepté de témoigner publiquement. « Il m'avait convaincu que ma fille voulait me voler », racontait-elle dans un article du Parisien que Maître Marchand m'avait montré. « Il me disait qu'il fallait que je change mon testament, que je lui donne procuration, que c'était pour me protéger. J'ai failli le faire. Puis ma fille est venue me voir et j'ai compris que M. Bellamy mentait. La réputation de Jérôme était détruite. Les journaux parlaient de lui comme du prédateur en costume. Le barreau de Paris avait ouvert une procédure disciplinaire. Plusieurs de ses anciens clients demandèrent la révision de leur dossier. Son cabinet avait fermé. Ses associés l'avaient abandonné. Sa secrétaire, ses juristes, tous étaient repartis. Jérôme était ruiné, professionnellement, financièrement, socialement. Un matin de mars, j'ai reçu une visite inattendue. On a sonné à ma porte vers 10 heures. En regardant par l'œilleton, j'ai vu une jeune femme blonde, élégante, que je ne connaissais pas. « Oui ?» ai-je demandé à travers la porte, sans ouvrir. « Madame Bellamy, je suis Sophie Renaud, journaliste au Monde. J'aimerais vous parler de votre fils. » Mon sang s'est glacé. Je n'ai rien à déclarer. « S'il vous plaît, madame, juste 5 minutes. Je ne veux pas vous piéger. Je veux juste comprendre. » J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte, laissant la chaîne de sécurité accrochée. La jeune femme avait un visage doux, sincère. Elle portait un manteau beige et un sac en cuir sobre. « Que voulez-vous savoir ? Je travaille sur un article de fond sur les abus de faiblesse commis par des professionnels du droit. Votre histoire, elle est emblématique. Emblématique. » J'ai souri amèrement. C'est un joli mot pour dire tragique. « Oui, pardon. » Elle a eu l'air gênée. « Écoutez, je ne veux pas vous forcer. Mais si vous acceptiez de témoigner, anonymement, si vous préférez, cela pourrait aider d'autres victimes, leur montrer qu'elles peuvent se défendre. » J'ai réfléchi longuement. Puis, j'ai détaché la chaîne et ouvert la porte. « Entrez. » Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai raconté tout. L'hôpital, la procuration, la mise sous tutelle, les menaces, ma solitude, ma peur, et aussi ma décision de me battre. Sophie Renaud prenait des notes, hochant la tête, posant des questions précises mais respectueuses. « Madame Bellamy, a-t-elle finalement demandé, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Envers votre fils ?» J'ai regardé par la fenêtre, vers les toits de Paris. De la tristesse, pas pour lui, pour ce qu'il aurait pu être, pour l'homme qu'il était quand il était enfant. Cet homme-là est mort. Peut-être est-il mort le jour où son père est décédé. Peut-être est-il mort progressivement, année après année, tué par l'avidité et l'ambition. Je ne sais pas. Et la colère, elle est partie. J'ai souri doucement. La colère, c'est épuisant. Je ne veux plus la porter. Vous lui avez pardonné ? Non. J'ai secoué la tête. Pardonner, ce serait effacer ce qu'il a fait. Et je ne peux pas. Je ne veux pas. Mais je ne le hais pas non plus. Je l'ai juste laissé aller. C'est une grande sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. J'ai souri tristement. C'est de la survie. Si j'avais continué à me consumer de colère ou de chagrin, c'est moi qui aurais été détruite, pas lui. Alors j'ai choisi de vivre. Sophie Renaud a refermé son carnet. Merci, Madame Bellamy. Votre histoire va toucher beaucoup de gens. J'espère qu'elle aidera quelqu'un. J'ai marqué une pause. Qu'elle montrera à d'autres femmes qu'on peut se défendre, même à 70 ans, même contre son propre fils. L'article est paru 3 semaines plus tard, à la une du Monde. Margot, 70 ans, trahie par son fils avocat. Je l'ai aimé, mais je ne me suis pas laissé détruire. Sophie Renaud avait tenu parole. L'article était respectueux, factuel, mais profondément humain. Elle racontait mon histoire sans sensationnalisme, mais avec empathie. Le lendemain de la parution, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des journalistes, des associations de protection des personnes âgées, des avocats spécialisés dans les abus de faiblesse, mais aussi des femmes, des dizaines de femmes, qui m'écrivaient pour me remercier, pour me dire qu'elles vivaient la même chose, qu'elles se sentaient moins seules. L'une d'elles, Geneviève, 65 ans, m'a appelée en pleurant. « Madame Bellamy, votre histoire, c'est la mienne. Mon fils essaie de me faire déclarer inapte depuis 6 mois. Je croyais que j'étais folle, que je devenais paranoïaque.
Mais vous m'avez montré que j'avais raison, que je devais me défendre. Alors défendez-vous, lui ai-je dit doucement. Trouvez un avocat, portez plainte, ne vous laissez pas faire. Merci, merci infiniment. Ces appels, ces messages, m'ont donné quelque chose que je n'avais pas anticipé. Un sens, un but. Mon histoire, ma souffrance, servaient à quelque chose. Elles aidaient d'autres personnes. En avril, le procès de Jérôme a été fixé. 18 juin. Tribunal correctionnel de Paris. Maître Marchand m'a demandé si je voulais assister. Vous n'êtes pas obligé, m'a-t-elle dit. Vous avez déjà donné votre témoignage écrit. Le juge n'a pas besoin de votre présence physique. Je veux y aller. Vous êtes sûr? Oui. J'ai inspiré profondément. Je veux le voir. Une dernière fois. Le 18 juin était une journée chaude. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque ironique au vu de la gravité de la situation. Je me suis habillée simplement. Une robe grise sobre, un gilet blanc, des chaussures plates, pas de bijoux, pas de maquillage excessif. Je voulais juste être moi-même. Maître Marchand est venu me chercher chez moi en taxi. Nous sommes arrivés au palais de justice de Paris à 9 heures. L'audience devait commencer à 10 heures. La salle d'audience était immense, imposante. Des boiseries sombres, des drapeaux français, le buste de Marianne au-dessus du siège du juge. J'ai pris place dans le public, au premier rang, et j'ai attendu. À 10 heures précises, les portes se sont ouvertes. Jérôme est entré, encadré par 2 gendarmes. Mon cœur s'est arrêté. Il avait tellement changé. En 3 mois, il avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux grisonnaient, son visage était creusé, pâle, ses épaules étaient voûtées. Il portait un costume foncé, mais froissé, mal ajusté. Il n'avait plus rien de l'avocat brillant et arrogant que j'avais connu. Il ressemblait à ce qu'il était devenu, un homme brisé. Nos regards se sont croisés. Pendant une seule seconde, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la honte, du regret, de la tristesse, je ne sais pas. Puis, il a détourné le regard et s'est assis à côté de son avocat. Le procès a duré toute la journée. Le procureur a présenté les charges. Abus de faiblesse sur personnes vulnérables, corruption, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Les témoignages se sont succédés. Thomas, le juriste qui m'avait aidé, a témoigné par vidéo, son visage masqué pour protéger son identité. Il a raconté tout, les emails, les arrangements, les victimes. Madame Moreau a témoigné, la voix tremblante, mais ferme. Il m'a menti, il a trahi ma confiance. Puis mon témoignage écrit a été lu par le greffier. Écouter ma propre histoire racontée par quelqu'un d'autre, dans cette salle froide et impersonnelle, était surréaliste. L'avocat de Jérôme a essayé de le défendre. Il a parlé de périodes difficiles, de erreurs de jugement, de pression financière. Mais les preuves étaient accablantes, et le procureur a été impitoyable. Jérôme Bellamy n'est pas un homme qui a fait des erreurs, c'est un prédateur, un homme qui a exploité sa position de confiance pour détruire des personnes vulnérables, y compris sa propre mère. Ces mots ont résonné dans la salle, y compris sa propre mère. À 17 heures, le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu 1 heure pendant laquelle j'ai observé Jérôme, assis à quelques mètres de moi. Il ne bougeait pas, il fixait le sol. Ses mains étaient jointes, serrées. Je me suis demandé à quoi il pensait. Regrettait-il vraiment, ou regrettait-il seulement d'avoir été pris? Je ne le saurais jamais. À 18 heures, le juge est revenu. Veuillez vous lever. Tout le monde s'est levé. Le juge a commencé à lire le verdict. Attendu que les faits reprochés à M. Jérôme Bellamy sont établis au-delà de tout doute raisonnable, attendu que l'accusé a agi avec préméditation et dans un but lucratif, attendu qu'il a abusé de sa qualité d'avocat pour commettre ces infractions. La Cour condamne M. Jérôme Bellamy à 4 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis. Interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat. Obligation d'indemniser les victimes à hauteur de 300 000 € au total. Inscription au fichier des auteurs d'infractions financières. Jérôme a vacillé. Son avocat l'a rattrapé par le bras. Moi, je suis resté immobile. 4 ans de prison, 2 ans ferme. C'était fini. Après le verdict, je suis sorti rapidement du tribunal. Je ne voulais pas croiser Jérôme. Je ne voulais pas lui parler. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, sur les marches du palais de justice, j'ai respiré profondément. L'air de Paris sentait l'été. Les arbres étaient en fleurs. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Maître Marchand m'a rejointe. « Ça va ?» ?»« Oui. » J'ai souri. « Oui, ça va. Vous avez gagné ?» ?»« Non. » J'ai secoué la tête doucement. Personne n'a gagné. Mais au moins, la justice a été rendue. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Vous êtes une femme extraordinaire, Madame Bellamy. » « Non. Je suis juste une femme qui a refusé de mourir. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé une tisane.
Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, et j'ai pensé à Jérôme, à tout ce qui s'était passé, au petit garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu, à la chute qu'il avait vécue, et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas moi qui l'avais puni, c'était la vie. Il avait semé la trahison, le mensonge, la cruauté, et il récoltait la solitude, la ruine, la honte. Camille était partie. Les enfants refusèrent de le voir. Ses amis l'avaient abandonné. Sa carrière était détruite. Il n'avait plus rien. Et cette destruction n'était pas venue de moi. Elle était venue de lui-même, de ses propres choix, de ses propres actes. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et Jérôme l'avait appris de la manière la plus douloureuse qui soit. Quelques semaines après le procès, j'ai reçu une dernière lettre. Pas de Jérôme, de Léa, sa fille, ma petite fille. Chère grand-mère, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. Papa ne voulait pas. Et j'ai été lâche de ne pas insister. Mais maintenant, je sais tout. Ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de te faire. Je suis désolée, tellement désolée. Je comprends si tu ne veux plus nous voir, Lucas et moi. Nous portons son nom. Nous sommes ses enfants. Mais sache que nous ne sommes pas comme lui. Et que nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Si un jour tu veux bien nous revoir, nous serions heureux. Avec tout notre amour, Léa. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, puis j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Léa. 1 an a passé depuis le procès. 1 an pendant lequel ma vie s'est reconstruite, lentement, patiemment, comme on répare une porcelaine brisée, avec soin, avec amour, en acceptant que les fissures restent visibles, mais ne définissent plus l'objet. Nous sommes en juin à nouveau, les mêmes arbres en fleurs, le même ciel bleu de Paris. Mais tout est différent. Je suis assise à une terrasse de café, rue de Passy, en face de Léa. Ma petite fille a 26 ans maintenant. Elle ressemble à son père, les mêmes yeux noisettes, le même nez droit. Mais son regard est différent, doux, sincère, sans cette dureté que j'avais vue grandir chez Jérôme au fil des années. « Grand-mère, dit-elle en remuant son café, tu es sûre que ça va? Je veux dire, être ici, avec moi, parler de tout ça ?» Je souris et pose ma main sur la sienne. « Ma chérie, c'est justement parce que je peux en parler que je sais que ça va. » Elle hoche la tête, émue. Depuis ce premier appel téléphonique, il y a 1 an, Léa et moi nous voyons régulièrement. 1 fois par mois, parfois plus. Nous déjeunons ensemble, nous marchons dans les jardins. Nous parlons de tout, de sa vie, de ses projets, de son travail dans une association d'aide aux personnes âgées. Oui, une association d'aide aux personnes âgées. C'est à cause de ce qui t'est arrivé, m'avait-elle confié lors de notre 2e rencontre. Quand j'ai su ce que papa avait tenté de te faire, j'ai réalisé combien les personnes âgées sont vulnérables, combien elles sont invisibles. Alors j'ai démissionné de mon poste dans la communication et je me suis engagée pour essayer de réparer, un peu, à ma façon. Je l'avais serré dans mes bras, les larmes aux yeux. Lucas, son frère, est venu me voir aussi, 1 seule fois. C'était plus difficile pour lui. Il ressemble encore plus à Jérôme, physiquement, mentalement. Il travaille dans la finance, gagne beaucoup d'argent, vit à Londres. « Je ne comprends pas comment papa a pu faire ça », m'avait-il dit, mal à l'aise, les mains dans les poches. « Mais je veux que tu saches que je ne suis pas lui. Je sais, » lui avais-je répondu. « Tu es toi, et c'est tout ce qui compte. » Il était reparti rapidement, comme s'il avait peur de s'attarder. Mais il m'avait embrassé avant de partir, et cela suffisait. Jérôme est en prison. Il lui reste encore 8 mois à purger. Je ne l'ai pas revu depuis le procès. Je ne lui ai pas écrit. Je ne lui ai pas rendu visite. Léa m'a dit qu'il avait beaucoup changé, qu'il était calme, silencieux, qu'il lisait beaucoup, qu'il suivait une thérapie avec un psychologue de la prison. « Il demande de tes nouvelles », m'a-t-elle dit un jour, hésitante. « Et que lui réponds-tu? Que tu vas bien, que tu as refait ta vie, que tu es heureuse. C'est la vérité. Il pleure parfois quand je lui parle de toi. » J'ai fermé les yeux. Jérôme pleurait. Mon fils, qui n'avait jamais pleuré devant moi depuis l'âge de 10 ans, pleurait en prison. Une partie de moi, cette partie maternelle, indéracinable, a eu mal pour lui. Mais une autre partie, plus sage, plus forte, savait que ces larmes étaient plus nécessaires. Nécessaires pour qu'il comprenne, pour qu'il change, pour qu'il devienne peut-être, un jour, un homme meilleur. « Est-ce que tu lui pardonneras un jour ?» m'a demandé Léa. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas. Le pardon, c'est compliqué. Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est un chemin, long, douloureux. Et je ne suis pas sûre de vouloir le parcourir. « Mais tu ne le hais pas ?»« Non, je ne le hais pas. » J'ai souri tristement. La haine demande trop d'énergie. Et j'ai décidé de consacrer mon énergie à autre chose, à vivre, à aimer, à aider. Ma vie aujourd'hui est riche d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai gardé mon appartement, mon petit 3 pièces au 4e étage sans ascenseur, mes élèves de piano,
mes souvenirs. Mais j'ai ajouté tellement de choses. Les cours bénévoles à la maison de retraite sont devenus un vrai engagement. J'y vais 3 fois par semaine maintenant. Certains résidents m'attendent avec impatience. « Madame Margot, vous allez nous jouer du Chopin aujourd'hui ?» Je joue, ils écoutent, ils pleurent, ils sourient, ils applaudissent, et je me sens utile. Mon groupe d'amis s'est agrandi. Nous sommes maintenant 7 femmes, toutes entre 60 et 80 ans, qui nous retrouvons chaque semaine. Nous allons au théâtre, nous visitons des musées, nous organisons des pique-niques au jardin du Luxembourg quand il fait beau. L'une d'elles, Colette, m'a dit un jour « Tu sais Margot, tu nous as inspirés. Après ton histoire dans le monde, j'ai décidé de porter plainte contre mon neveu qui essayait de me forcer à vendre ma maison. Grâce à toi, j'ai eu le courage. » Ces mots m'ont profondément touchée, parce qu'ils donnaient un sens à ma souffrance. Il y a 3 mois, j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai voyagé, seule, pour la première fois de ma vie. Je suis allée en Italie, à Florence, 5 jours. J'ai toujours rêvé de voir Florence, ses cathédrales, ses musées, ses ponts. Mais Henri était mort avant qu'on puisse y aller. Et après, je n'avais jamais osé. Voyager seule, à mon âge, c'était impensable. Mais après tout ce que j'avais traversé, l'impensable était devenu possible. J'ai marché dans les rues pavées. J'ai admiré le David de Michel-Ange. J'ai mangé des glaces sur le Ponte Vecchio. J'ai regardé le coucher de soleil sur l'Arno. Et je me suis sentie vivante. Totalement, pleinement vivante. J'ai même rencontré quelqu'un. Un homme, italien, veuf lui aussi, 73 ans. Professeur d'histoire de l'art à la retraite. Nous avons parlé pendant des heures dans un petit café près de Santa Croce. Il m'a raconté sa vie, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, décédée il y a 5 ans. Je lui ai raconté la mienne, tout. Henri, Jérôme, la trahison, le procès. Il m'a écouté avec une attention rare. Puis il a dit quelque chose qui m'a marqué. « Margot, tu es une survivante, pas une victime. Il y a une différence. Les victimes subissent. Les survivantes se relèvent. Nous avons échangé nos adresses e-mail. Nous nous écrivons régulièrement. Rien de romantique. Pas à notre âge. Juste une amitié. Une belle amitié. Et c'est suffisant. Hier, j'ai reçu une lettre de Thomas. Oui, Thomas, le juriste qui m'avait aidé. Il a quitté le monde du droit. Il travaille maintenant pour une ONG qui défend les droits des personnes âgées. « Madame Bellamy, écrivait-il, votre courage m'a inspiré. J'en avais assez de travailler dans un système où l'argent prime sur l'humain. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de changer. Merci. » J'ai pleuré en lisant cette lettre, des larmes de joie, parce que ma souffrance avait créé quelque chose de beau. Elle avait poussé Thomas à changer de vie. Elle avait poussé Léa à s'engager. Elle avait encouragé d'autres victimes à se défendre. Ma douleur n'avait pas été vaine. Ce matin, en me levant, je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 71 ans me fixait. Des cheveux gris, des rides, des mains marquées par le temps, mais aussi des yeux vivants, un sourire apaisé, une dignité intacte. Je ne suis plus la femme que j'étais il y a 1 an. Cette femme apeurée, soumise, qui se laissait écraser par son propre fils. Je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus libre. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire cette histoire, pas pour moi, pas pour Jérôme, pour vous, pour toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Parce que si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne, une seule, à ouvrir les yeux, à refuser la manipulation, à se défendre, à choisir la dignité plutôt que la soumission, alors tout cela aura eu un sens. Je voudrais vous dire quelque chose. Si vous vivez une situation similaire, si quelqu'un, même votre propre famille, essaie de vous contrôler, de vous manipuler, de vous faire disparaître, n'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de vous défendre. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit d'être respecté. Vous avez le droit de protéger ce qui vous appartient. Votre argent, votre liberté, votre dignité. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous enlever ça. Même pas vos enfants. Surtout pas vos enfants. L'amour familial, c'est beau, c'est sacré. Mais l'amour ne peut pas exister sans respect. Et si quelqu'un vous trahit, vous manipule, vous détruit au nom de l'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'abus. Et vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de vous sauver. Jérôme va sortir de prison dans quelques mois. Je ne sais pas ce qu'il fera, s'il a vraiment changé, s'il a compris. Peut-être qu'un jour, il viendra sonner à ma porte, qu'il me demandera pardon. Vraiment pardon. Peut-être que je lui ouvrirai, ou peut-être pas. Je ne sais pas encore. Et c'est normal de ne pas savoir. Le pardon, ça ne se force pas. Ça vient, ou ça ne vient pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne vivrai plus jamais dans la peur, que je ne me laisserai plus jamais écraser, que je suis libre, et que cette liberté, personne ne pourra me la reprendre. Voilà, c'est mon histoire.
L'histoire d'une femme qui a failli être détruite par son propre fils. Mais qui a choisi de se battre? Qui a choisi la dignité? Qui a choisi la vie? Et qui, aujourd'hui, peut dire avec certitude « Je suis Margot Bellamy, j'ai 71 ans et je suis heureuse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. » Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.